Donc je suis très content de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle émission réalisée donc dans notre salle ALR à Quincy, hein, vous en avez maintenant l'habitude. Pour cette émission, j'aimerais remercier comme habituellement les laboratoires Bibrone qui participent donc à cette émission et qui nous sponsorisent comme habituellement. Ils sont vraiment un soutien absolument fondamental pour réaliser nos émissions. Au programme aujourd'hui, on va s'intéresser principalement donc à l'ALR qu'on va faire pour la chirurgie distale de l'avant-bras. Hein. Il y a d'autres techniques que le bloc axillaire et on va en discuter au cours de cette émission. Au programme, on va avoir des choses extrêmement intéressantes. D'abord, Davy va nous parler des tronculaires à l'avant-bras. Est-ce qu'ils peuvent rivaliser avec le bloc axillaire ? Hein, est-ce qu'on peut faire des tronculaires à l'avant-bras sans trop se poser de questions ? On enchaînera avec une petite live démonstration pour repérer ces tronculaires à l'avant-bras. Hein, avec une petite live démonstration, on repérera le médian, l'ulnaire, le radial. Ensuite, on enchaînera avec un bloc qui s'appelle le bloc digital. C'est Thomas qui va nous faire ça. Bloc digital, c'est un bloc un petit peu qu'on met un petit peu de côté habituellement, qu'on fait un petit peu à l'arrache comme ça dans son coin. Et là, on va essayer de systématiser les choses, de les rendre un petit peu plus scientifiques pour travailler en sécurité et pouvoir réaliser éventuellement ce bloc sous échographie. Enfin, on terminera donc avec une technique qui fait un peu la transition entre toutes ces ALR, qui est la technique wallante, avec un invité de marque, Sébastien Campard, que vous connaissez probablement. C'est un des pionniers sur les techniques wallantes en France. Il a à son actif plus de 10 000 wallantes dans son centre. Il travaille à la clinique de Nantes, dans une clinique à Nantes, la clinique Jules Verne, et on est super content de l'accueillir aujourd'hui. Il a fait le trajet, il s'est levé tôt ce matin et il est avec nous. C'est vraiment merci infiniment d'être là. C'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous. Sans plus tarder, en espérant que le son ça marche là à peu près, on va enchaîner avec les tronculaires à l'avant-bras. Est-ce qu'ils peuvent rivaliser avec le bloc axillaire? Et ça, c'est Davy qui va nous répondre. Merci Olivier. Donc on m'a demandé de faire un topo sur axillaire versus tronculaire à l'avant-bras. Le bloc axillaire, on le connaît très bien, c'est un bloc extrêmement répandu, facile à réaliser, qui est superficiel. On en a beaucoup parlé pendant les Web TV, on l'a même appelé l'incontournable bloc axillaire. Et Nabil Zadnoun en parle énormément pendant les événements locaux auprès des jeunes. Le bloc axillaire est-il réellement un bloc de référence ? C'est un bloc qui est simple, qui est superficiel, que l'on peut donc réaliser sous anticoagulant. Il fait tout ce bloc axillaire, il gère l'anesthésie, l'analgésie post-opératoire, le garrot, il permet la chirurgie qui va du coude jusqu'à la main. Contrairement au membre inférieur, le bloc axillaire ne pose pas de problème de déambulation, et contrairement au bloc périclaviculaire, il n'y a pas de problème respiratoire, notamment les blocs phréniques ou les pneumothorax. Néanmoins, le bloc axillaire s'accompagne d'un bloc moteur intense qui peut perdurer à domicile en fonction du produit que vous avez injecté, et ce bloc moteur peut générer de l'insatisfaction auprès des patients. On va donc vouloir faire des tronculaires pour essayer de contourner ce problème de bloc moteur. Alors est-ce que c'est une bonne idée de faire des blocs tronculaires? Oui, pour l'épargne motrice. Lorsque vous faites un bloc médian ulnaire, donc au niveau de l'âge antérieur de l'avant-bras, vous avez une perte de la force musculaire au niveau de la flexion de seulement 20%. Et ça, on le comprend très bien. Un bloc sous le coude épargne 3 muscles importants dans la flexion de la main, qui sont le fléchisseur commun profond, le fléchisseur commun superficiel, et également le fléchisseur ulnaire du carpe. Il y a 4 choses à savoir avant de vous lancer dans les blocs tronculaires à l'avant-bras. La première chose, c'est le garrot. Le garrot, on sait très bien, c'est la technique préférée des chirurgiens, en tout cas de beaucoup de chirurgiens, pour avoir un champ opératoire exsangue. J'ai repris l'étude de Jean-Pierre Estève, une étude assez ancienne de 2000, mais une très belle étude, faite à partir de volontaires sains, donc pas du tout anesthésiés. Il a placé deux types de garrots en fonction de la largeur, et il a mesuré la douleur générée par ce garrot. Et vous voyez très bien que la douleur est croissante en fonction du temps, et que vous avez des scores de douleur de l'ordre de 3-4 qui apparaissent très rapidement, entre 10 et 15 minutes, selon la largeur du garrot qui a été posé. Vous allez retrouver dans la littérature beaucoup de séries avec des anesthésistes qui assument ces blocs tronculaires à l'avant-bras comme étant des réussites,
Mais lorsque vous regardez un petit peu dans le détail, eh ben vous apercevez que le problème du garrot est géré avec des injections de propofol qui vont de la sédation, voire jusqu'à l'anesthésie générale. La deuxième chose à savoir, c'est que la main, contrairement au dermatome, elle a une innervation qui est extrêmement complexe. Je vous ai repris une étude récente, celle de 2023 de Tran. Il s'est intéressé à l'innervation carpo-métacarpienne au niveau du premier rayon. Il retrouve évidemment une contribution du nerf médian et de la branche superficielle du nerf radial, mais également du nerf ulnaire. Le nerf ulnaire, on a tendance à le cantonner au bord médial de la main. Je vous rappelle que lorsque vous monitorez la curiarisation, vous faites une stimulation au niveau du ulnaire et vous avez une réponse motrice au niveau de l'adducteur du pouce. Donc le nerf ulnaire participe à une innervation profonde du premier rayon de la main. Et chose de manière un petit peu surprenante, le nerf cutané de l'avant-bras participe également à cette innervation du premier rayon. Le nerf cutané latéral de l'avant-bras porte extrêmement mal son nom. Il n'est pas du tout cantonné au niveau de l'avant-bras. Sur cette étude de 2017, on voit bien que la cartographie s'étend jusqu'au niveau de la racine du pouce. Et ce nerf, évidemment, n'est pas uniquement cutané, il participe également à l'innervation profonde au niveau carpo-métacarpien. Donc toute cette innervation complexe, et je le redirai tout à l'heure, encourage à réaliser de multiples injections. La troisième chose, il existe des anastomoses. Vous avez ici sur la gauche un schéma d'une coupe transverse de l'avant-bras au niveau du tiers supérieur. Et on voit que les trois nerfs principaux, radial superficiel, médian, ulnaire, sont en fait très proches les uns des autres. Ils sont uniquement séparés par un espace intermusculaire et on devine facilement la possibilité d'anastomose de pont nerveux entre ces troncs. Et ça, on connaît très bien les anastomoses entre le nerf médian et le nerf ulnaire. C'est soit Martin Gruber, soit Rich Cagneux. Ces ponts nerveux existent soit au niveau de l'avant-bras, soit au niveau de la main. Il existe par ailleurs d'autres ponts entre le nerf médian et le nerf radial, ou entre le nerf radial et le nerf ulnaire. On peut noter aussi la présence de ponts entre les deux nerfs interosseux, antérieur et postérieur. Ce pont a lieu au niveau de l'extrémité distale de l'avant-bras, grâce à un hiatus au niveau de la membrane interosseuse. Et enfin, on pourra noter également l'existence d'anastomose entre les branches cutanées latérales, les branches cutanées médiales, mais également cutanées postérieures. La quatrième chose à savoir, c'est qu'il existe une énorme variabilité inter- et intra-individuelle. Je vous ai repris l'étude de M. Marhofer en 2017. M. Marhofer a réalisé des injections séquentielles d'anesthésiques locaux sur le médian radial et ulnaire avec de la zéocaïne 2%. Chaque injection était séparée par 24 heures. Plusieurs leçons sont à tirer de cette étude. La première, c'est qu'au niveau du nerf ulnaire, on a une cartographie qui est assez constante. Vous avez ici la face dorsale de la main gauche. Le nerf ulnaire prend systématiquement le cinquième doigt. Pour ce qui est du nerf médian, on a également une constante, mais pas si constante que ça, qui est l'anesthésie du deuxième et troisième rayon, avec une extension sur ces doigts qui est variable. Et enfin, sur le nerf radial, vous avez systématiquement une prise du pouce, mais par contre, une extension sur la face dorsale de la main qui est extrêmement variable. On pourra également noter la présence de zones grises. Ces zones grises ont été signalées par les auteurs comme étant des zones non prises en charge par les trois nerfs. On peut imaginer, et ça c'est l'hypothèse des auteurs, qu'il existe une extension des nerfs cutanés de l'avant-bras, médial, latéral ou postérieur, qui viennent s'étendre au niveau de la main. Donc encore une fois, il ne faut pas hésiter à associer les blocs lorsque vous faites des tronculaires à l'avant-bras à type anesthésie. Alors, le bloc moteur. Le bloc moteur est associé à une altération du score de satisfaction. Ça, c'est M. Fredrickson qui l'a bien démontré il y a plus de 20 ans, avec des études au niveau de l'épaule. M. Fredrickson, qui est un auteur néo-zélandais extrêmement prolifique, on reviendra sur ses études, s'est intéressé notamment aux relations concentration, volume, effet, et a retrouvé chez les patients qui avaient un bloc interscanique un moindre score de satisfaction quand le bloc moteur était intense. Avant de prendre ça pour acquis, on peut se poser la question sur les scores de satisfaction, et ça c'est une très belle étude de M. Zamburski en 2013. Il a fait valider de manière scientifique un score de satisfaction. C'est un score qui est beaucoup plus neutre, qui prend le patient dans sa globalité à travers 19 questions autour de 5 items: l'information, l'attention, la douleur, l'inconfort et l'attente.
Pour ce qui est de l'inconfort, la question elle est simple, elle n'est pas du tout biaisée, elle est neutre. J'ai été gêné dans mon confort, froid, chaud, main installée sur le lit, 3 petits points. Donc vraiment la question sur le confort et donc sur la satisfaction, elle est essentielle. Et ce questionnaire qui s'appelle l'Evan-LR, en tout cas, a été validé sur le plan scientifique. Alors que dit la littérature? Je vous ai retrouvé une étude extrêmement récente, en 2023. On va cette fois-ci en Belgique avec monsieur Van de Velde. Il a 80 patients, 2 groupes, un bloc axillaire courte durée d'action avec de la xylocaïne et un groupe tronculaire xylocaïne 2%. Le critère de jugement principal était le temps d'anesthésie et comme critère de jugement secondaire, il a pris le score Evan-LR. Premièrement, il prend des chirurgies qui sont réellement éligibles, des chirurgies faciles, courtes, canal carpien, doigt à ressaut, maladie du puitrin. Et on retrouve sur les résultats, sur le critère de jugement principal de manière très contre-intuitive, l'apparition d'une durée d'anesthésie beaucoup plus courte avec les tronculaires comparativement au bloc axillaire, des temps de réalisation plus rapides, des onset time, c'est-à-dire des temps d'installation beaucoup plus rapides, et donc les tronculaires font mieux sur le temps d'anesthésie. Pour ce qui est du critère de jugement secondaire, donc le score de satisfaction, il n'y a pas de différence significative entre des blocs tronculaires et un bloc axillaire courte durée d'action. Et même si on s'intéresse aux sous-items spécifiques qui nous intéressent, notamment le confort et la douleur, c'est pareil. Au lieu d'opposer les blocs axillaires aux blocs tronculaires, si on les associait, cette fois-ci on repart avec M. Fredrickson, en 2011, M. Fredrickson ne fait pas un bloc axillaire mais un bloc plexique, infraclaviculaire, avec de la lidocaïne. Il prend 2 groupes, avec ou sans tronculaires distaux, longue durée d'action. Il retrouve 2 choses. La première, c'est quand vous bloquez le nerf à 2 endroits différents, vous avez une installation qui est beaucoup plus rapide, et ça on le voit très bien lorsque vous combinez bloc sciatique et bloc de cheville longue durée d'action. Et les blocs sont beaucoup plus intenses, ils sont beaucoup plus consistants. Monsieur Fredrickson a essayé de doubler la mise. Cette fois-ci, en 2012, il fait un bloc infraclaviculaire longue durée d'action qui l'oppose à un bloc plexique courte durée d'action associé à des tronculaires longue durée d'action. Et là, il s'intéresse spécifiquement à la satisfaction des patients, que ce soit pour le bloc moteur, mais également pour le bloc sensitif. Il ne retrouve pas de différence significative entre les 2 groupes. Alors, on peut se poser la question du bénéfice des blocs distaux. Est-ce que les blocs distaux préviennent mieux les rebonds douloureux par rapport au bloc plexique ou au bloc axillaire? On connaît bien cette étude, celle du BJA en 2021, étude de cohorte rétrospective, plus de 1000 malades qui ont bénéficié d'un bloc tronculaire. On retrouve en analyse multivariée 4 facteurs de risque: le patient jeune, le genre féminin, la chirurgie osseuse et l'absence de dexaméthasone par voie intraveineuse. Est-ce que les blocs distaux préviennent mieux la douleur que les blocs axillaires? Sur cette étude de cohorte, la réponse est négative, pas de différence dans la prévention du rebond douloureux. En regardant un petit peu dans le texte, on manque véritablement d'informations sur cette étude, mais ils ont fait l'analogie entre les blocs de cheville et les blocs au niveau du poignet, ce qui à mon sens est une erreur, puisqu'au niveau du bloc du pied, on s'intéresse plutôt à l'avant-pied, alors que pour les blocs au niveau de la main, c'est surtout les blocs au niveau du carpe qui peuvent être intéressants avec les blocs nerveux distaux. La conclusion, c'est que le bloc axillaire, il n'est pas forcément incontournable, mais il reste un bloc de référence. L'impact du bloc moteur sur le degré de satisfaction des patients manque de data. Pour l'instant, la littérature ne va pas trop dans les blocs distaux. Les blocs distaux gardent malgré tout une place. Ça reste une option valable lorsque la chirurgie prévisible est de courte durée et qu'elle est superficielle. Il ne faut pas hésiter à associer les blocs entre 2 et 3 injections. Les blocs distaux, à notre sens, gardent une place dans la gestion de l'analgésie post-opératoire, mais également dans la voie lente, et ça c'est Sébastien Campard qui nous en parlera. Qu'est-ce qu'on fait à Quincy? Eh ben, on réserve ces blocs tronculaires distaux aux chirurgies de la main avec du durée de garrot prévisible à moins de 15 minutes. Lorsque votre chirurgie intéresse le 5e rayon, c'est facile, c'est plutôt un bloc ulnaire. Lorsqu'il intéresse la face palmaire, on est plutôt avec une association médian-ulnaire et probablement que le radial superficiel doit être injecté en plus. Lorsque la chirurgie intéresse
la face dorsale de la main, c'est plutôt l'association médian et radial superficielle. Si votre chirurgie prévisible dépasse les 15 minutes de garrot, ou si la chirurgie intéresse le poignet et l'avant-bras, ce sera plutôt un bloc axillaire. Pour ce qui est des blocs analgiques tronculaires, ils sont extrêmement intéressants, en complément d'un bloc axillaire, probablement en complément de la voie lente, mais aussi en complément d'une anesthésie générale, et ça on pense essentiellement à l'anesthésie pédiatrique. Attention au niveau de ponction, on le verra sur le topo d'anatomie. Lorsque vous avez une chirurgie de la main qui intéresse le carpe ou les os, il faudra probablement réaliser ces blocs suffisamment hauts, au niveau du tiers supérieur, pour ne pas faire l'impasse sur les nerfs interosseux. Et si vous avez une chirurgie qui est essentiellement centrée sur les parties molles, probablement qu'une injection au niveau du tiers moyen semble suffisante. J'ai simplement repris cette étude de Marc Bossier qu'il avait publiée en 2014, à l'époque où il était encore à Saint-Antoine. Ils sont intéressés au niveau des patients à leur prise en charge analgésique. Ils ont combiné un bloc axillaire courte durée d'action avec de la zélocaïne, associé à des blocs tronculaires longue durée d'action, à la ropivacaïne, avec une évaluation à J1 de la prise en charge. Il faut bien préciser que les tronculaires ont été faits de manière la plus distale possible, donc quasiment au niveau du poignet. Ils ont retrouvé globalement une prise en charge satisfaisante de patients, hormis les patients qui avaient une chirurgie osseuse, notamment la chirurgie trapézo-métacarpienne, la chirurgie du poignet et la chirurgie d'amputation de doigts. Merci. Merci Davy pour cette grande clarification sur le rôle des tronculaires face au bloc axillaire. Et on voit que c'est pas si simple que ça la comparaison. Hein. Le bloc axillaire est très simple et d'efficacité prouvée. Les effets secondaires liés au bloc axillaire, je pense que ça manque de data pour dire que le bloc moteur est réellement dérangeant. En tout cas, ça ne transparaît pas, que ce soit avec le score de M. Zambourski ou avec les études de M. Fredrickson. Ça n'apparaît pas, ça ne transpire pas l'insatisfaction. Lorsque vous faites des blocs tronculaires, en tout cas au début, on s'expose à des échecs. Ne pas hésiter à associer les blocs et surtout, ne pas se lancer sur des tronculaires, sur des chirurgies qui peuvent durer longtemps. Ouais. Ah ouais, non, on est, comme tu le dis, hein, il faut toujours avoir en tête le garrot chirurgical, où est-ce qu'il va être placé. Est-ce que effectivement on va être suffisant avec nos tronculaires si on fait une chirurgie plutôt du poignet et du carpe, tu l'as dit, c'est extrêmement complexe hein, l'innervation dans ce point-là. Il faut de multiples ponctions, il faut quasiment bloquer tout. Hein. Voilà. Ouais. Quand on attaque la chirurgie osseuse, c'est rarement des chirurgies courtes, donc à mon avis, prendre l'option bloc tronculaire, à mon avis, c'est une grosse prise de risque, et moi je ne le ferai pas en tout cas. Si vous avez par exemple un corps étranger, une ablation de broche du 5e doigt, des panaries, en tout cas, à mon sens, des chirurgies simples et rapides, ou prévisiblement rapides, les blocs tronculaires sont une option. Ouais. Après, donc, comme tu l'as dit, tu l'as vraiment bien expliqué, là où on est plutôt tranquille, c'est finalement la chirurgie du 5e rayon. Là, on fait un ulnaire et on fait un bloc anesthésique et on est plutôt tranquille. Et on espère que le chirurgien mettra moins de 15 minutes de garrot. Bon, non, extrêmement intéressant. Et on voit que finalement, le bloc axillaire a probablement encore de beaux jours devant lui et que c'est un bloc forcément à maîtriser. Dans le contexte analgésique, les tronculaires, voilà, ils ont parfaitement leur place. Complètement. Parfaitement leur place. Même si la littérature vous dit que le bloc moteur n'est pas un sujet d'insatisfaction, on imagine bien que pouvoir mobiliser au moins le coude pour rassurer certains patients, des patients anxieux par exemple, avec une efficacité analgésique qui est similaire au minimum au bloc axillaire. Ouais. Simplement, ça impose la réalisation de 3 injections. En contrepartie, vous avez un bloc qui s'installe plus rapidement et un patient qui aura conservé sa flexion-extension du coude. D'accord. Donc le bénéfice-risque, il est plutôt pour les tronculaires distaux analgésiques. Ouais. Ce d'autant que ces blocs tronculaires analgésiques sont faits sur un bras déjà endormi. Tout à fait. Ok, bah je vous propose qu'on continue avec une live démonstration. On va essayer de faire un petit peu comme on avait fait la précédente fois sur les tronculaires de pied. Donc aider Davy qui va vous parler de son anatomie. Moi je vais manipuler la sonde d'échographie juste à côté. Donc c'est mon anatomie que je précise. C'est ça, c'est l'anatomie de Davy. Voilà.
L'innervation de l'avant-bras, du poignet et de la main, on la connaît très bien. C'est le plexus brachial qui en a la charge, avec 3 nerfs sensitivomoteurs que l'on connaît bien, le nerf radial, le nerf médian et le nerf ulnaire, mais également 3 nerfs cutanés, le cutané latéral, le cutané médial et le cutané postérieur de l'avant-bras. On va d'abord parler un petit peu du nerf médian. Le nerf médian, on le connaît très bien, c'est un nerf qui chemine à la face médiale du bras, qui va se positionner au niveau du sillon bicipital médial, au niveau du coude, puis cheminer de l'avant-bras entre 2 couches musculaires extrêmement importantes, le fléchisseur commun superficiel et profond. Au niveau du tiers supérieur de l'avant-bras, le nerf médian chemine conjointement avec l'artère ulnaire qui va se séparer au tiers moyen pour rejoindre le bord ulnaire. Ce nerf médian va aller se superficialiser au niveau du tiers inférieur de l'avant-bras et pénétrer dans le canal carpien, assurer l'innervation sensitive des 3 premiers doigts et assurer également une innervation motrice au niveau des muscles intrinsèques de la main. Il y a surtout 2 nerfs à bien avoir en tête qui vont être donnés par ce nerf médian dans l'avant-bras. Le premier nerf, c'est le nerf interosseux antérieur qui naît au niveau du tiers supérieur de l'avant-bras. Il va cheminer à la face antérieure de la membrane interosseuse, de manière conjointe avec l'artère du même nom. Cette artère osseuse va ensuite rejoindre l'extrémité inférieure de l'avant-bras, donner plusieurs ramifications qui vont assurer l'innervation sensitive de la face antérieure du carpe. Le deuxième nerf à avoir bien en tête, c'est le rameau cutané palmaire du nerf médian. Celui-ci naît en moyenne à 5 cm du pli de flexion du poignet. Déjà je remercie notre charmant modèle qu'on connaît bien. Pour rechercher donc l'ulnaire à l'avant-bras, déjà il faut donc un membre supérieur en supination. Médian. Le nerf, pardon, excusez-moi, nerf médian, on commence par le médian. Un nerf médian, donc il faut le membre supérieur, l'avant-bras en supination. On va prendre une sonde haute fréquence linéaire que moi j'ai tendance à positionner sur le poignet pour démarrer. Alors au niveau du poignet, on est un petit peu perdu. Vous voyez là sur l'image d'échographie. Je vais baisser un tout petit peu le gain, voilà. L'image d'échographie. On a des tendons, on a le nerf médian, on ne sait pas vraiment qui est qui. En fait, il va falloir juste faire l'ascenseur et remonter vers la partie proximale et voir que les tendons se transforment en masse musculaire et finalement notre nerf médian reste le nerf médian, une structure ronde alvéolée au niveau de l'avant-bras. Donc ici, on va regarder cette structure qui est le nerf médian. Je repars donc du poignet. Là, on ne sait pas trop qui est qui. On pourrait se dire, voilà, ça c'est du nerf, c'est du nerf. En fait, c'est du tendon. Le nerf médian est ici. On va remonter tranquillement en proximal et voir ce nerf médian donc cheminer entre les muscles fléchisseurs superficiels et profonds. Donc assez facile à repérer. Je vais remonter jusqu'au pli du coude pour essayer donc de dégager ces fameux petits rameaux qu'il faut impérativement avoir pour faire un nerf médian de qualité, et notamment avoir ce fameux nerf interosseux dont vous a parlé David. En repartant vers le bas, je vais scruter les reliefs osseux, ici qu'on a, les 2 os de l'avant-bras, et la membrane interosseuse, avec au-dessus de cette membrane, sur sa face antérieure, une petite artère qui s'appelle l'artère interosseuse, tout simplement, l'artère interosseuse antérieure. En scannant, je vais regarder quand est-ce qu'il y a une petite structure qui quitte le nerf médian pour aller rejoindre cette artère interosseuse antérieure. Et là, on voit cette structure, je vais vous la remontrer. Elle a quitté le nerf ulnaire, le nerf médian, et elle a rejoint donc la membrane interosseuse. Je vais vous demander de regarder cette structure ici au bout de tu peux manipuler là. Voilà, je vais remonter tranquillement, je suis en train de remonter vers le haut, en proximal, et on voit ce nerf donc, qui chemine et qui va rattraper donc, le nerf médian. Je repars vers le bas pour vous le remontrer encore une fois. Voilà, le nerf interosseux se dégage et va rejoindre donc, la membrane interosseuse et l'artère, oui on peut mettre un petit peu de Doppler, et l'artère, c'est un petit peu fort, voilà l'artère qui est, voilà, qu'on voit ici, l'artère interosseuse antérieure.
Je repars donc du poignet, on voit bien le nerf médian qui s'individualise. Où est-ce que je le prendrai? Je le prendrai par ici, hein, avant que donc il lâche ces petits rameaux qui pourraient gêner dans son efficacité. On est au tiers supérieur de l'avant-bras. On est au tiers supérieur de l'avant-bras ici. Vraiment, c'est flagrant ici. Donc, on pique en amont de ces divisions. Je regarde si on voit le... Voilà. Donc, assez simple, hein, un nerf médian, mais il faut piquer suffisamment haut sur le tiers supérieur pour être sûr de ne pas avoir des branches terminales qui auraient quitté le nerf médian. Donc il faut quelques millilitres, 5 millilitres ça suffit, d'anesthésique locale. On pique soit in plane, soit out of plane, soit in plane. On a tendance à le prendre plutôt out of plane. À Quincy, je crois que tous mes collègues font ça aussi, en prenant ici au milieu de la sonde. Et on injecte donc 5 millilitres dans cette zone-là pour entourer ce nerf médian. On va passer maintenant au nerf suivant. Merci Davy. Donc le nerf suivant, c'est le nerf radial, on connaît bien, c'est le nerf principal de l'extension du membre supérieur. Le nerf radial va contourner l'humérus par sa face postérieure, abandonner une branche très importante qui est la branche cutanée postérieure de l'avant-bras, au niveau du tiers supérieur, tiers moyen. Le nerf radial va aller ensuite se positionner au niveau du sillon bicipital latéral, donner deux grosses branches, la branche profonde et la branche superficielle. La branche superficielle va cheminer en arrière du muscle brachio-radial. Il va ensuite, au niveau du tiers inférieur, se superficialiser, cheminer de manière conjointe avec la veine céphalique, abandonner plusieurs branches pour assurer l'innervation sensitive de la face dorsale de la main. L'autre branche importante, c'est la branche profonde, qu'on appelle de manière abusivement le nerf antérieur-postérieur. Cette branche profonde va aller percer le muscle supinateur, cheminer sur la face postérieure de l'avant-bras, dans la loge musculaire extenseur. Ce nerf radial va ensuite se terminer en branche terminale, qui est le nerf interosso-postérieur, et comme son homologue antérieur, va se diviser en plusieurs branches pour assurer l'innervation sensitive de la face dorsale des os du carpe. Il est bien noté que si vous faites un bloc radial de rattrapage au niveau du tiers inférieur de l'humérus, vous risquez d'avoir un défect sur le nerf cutané postérieur de l'avant-bras. On va chercher ce nerf radial. Alors, ce qu'on vous conseille pour bien voir le nerf radial, c'est de mettre cette fois-ci le membre en pronation. On voit un petit peu mieux ces branches de division, vous allez voir pourquoi. Alors, pour avoir ce nerf radial, avant sa division superficielle et profonde, je vous conseille vraiment de positionner votre sonde d'échographie vraiment sur le bord latéral du bras, puisque le nerf radial a cheminé en arrière de l'humérus. On positionne donc la sonde, toujours une sonde pareille, haute fréquence, linéaire, on est dans les premiers centimètres sous la peau, en transversale, et on va donc sur le bord latéral du bras, de l'humérus, à peu près à mi-bras. Et on va chercher une structure qui, vous voyez, contourne. David, tu peux montrer avec la... Hop. Là. Une structure qui contourne l'humérus. Si je remonte, voilà, c'est ici, exactement. Si je remonte, on voit cette structure contourner l'humérus. Là, je suis en train de descendre. Et donc ça, c'est le nerf radial. Et on voit que déjà, très haut, pourtant je suis très très haut là sur le bras, très haut, on voit des petites branches, sans doute des branches cutanées, qui quittent le nerf radial. Très très tôt. Voilà, très très tôt. Voilà, Davy, vous êtes en train de vous les montrer avec la flèche. On a notre nerf radial donc qu'on voit très bien au sein des loges musculaires. Il est tout seul, il n'y a pas autre chose. Il est très facile à trouver. Donc pour un bloc de rattrapage, on pourrait le prendre effectivement à peu près ici. Là, on aurait tout le contingent, probablement tout le contingent radial. Donc assez haut sur le bras. Ensuite, en descendant, on va chercher cette fameuse division du nerf radial en nerf radial superficiel et nerf radial profond. Et là,
on va continuer, donc je continue sur le bras en suivant ma structure hyperéchogène qui est donc le nerf radial. Et là, on va arriver sur l'avant-bras. Je suis en train d'arriver, vous voyez, je suis vraiment là, au coude et je suis en train d'arriver à l'avant-bras. Et là, le nerf radial, il va avoir la particularité de se diviser en une branche profonde qui va cheminer dans un muscle qui est facilement identifiable, qu'on voit très bien ici, qui a deux chefs, c'est le muscle supinateur. Hein, voilà, Davy est en train de vous montrer là, ce fameux muscle. Voilà, hop, ce muscle supinateur, il est très très facilement identifiable. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de mettre la main en pronation. C'est pour relâcher bien ce muscle. Si on est en supination, on le voit un petit peu moins bien. Hein, là, effectivement, on voit très très bien la branche profonde du nerf radial au sein du muscle supinateur. On voit aussi donc la branche superficielle. Si je remonte un petit peu, je vous remontre la bifurcation. Voilà, donc là, le nerf radial est quasiment en entier. Il a lâché tout à l'heure quelques branches cutanées. Je descends, et là, au moment où la branche profonde passe dans le muscle supinateur, c'est-à-dire ici, on a une branche superficielle au-dessus qu'on va pouvoir également suivre. Alors, je vous propose qu'on commence par la branche superficielle. Davy est dessus avec sa flèche. On va pouvoir descendre, et on va voir le trajet de ce nerf radial superficiel. Vous voyez qu'il va devenir de plus en plus superficiel. Je vais reprendre un tout petit peu d'écho. Hop. Voilà. Il devient de plus en plus superficiel jusqu'à arriver au poignet. Hein, on peut aussi le rattraper ici au poignet. Voilà. Hein, là, Davy vous le montre. Mais et la petite veine qui l'accompagne, la veine céphalique, alors j'essaye de ne pas trop la comprimer, mais elle n'est pas très importante chez notre modèle. Elle est toute mince, toute fine. Ouais. Mais on peut s'aider avec un garrot, effectivement. Hein, on peut voir cette branche superficielle du radial près de la fameuse veine de l'anesthésiste. Hein, et c'est aussi pour ça qu'il faut plutôt recommander de ne pas trop ponctionner cette veine, parce qu'il y a donc les branches du radial superficiel qui sont immédiatement à côté et qui peuvent provoquer des paresthésies. Hein. Je vous refais le petit chemin. On repart donc vraiment très très haut sur le radial. On a l'humérus ici. On va voir le radial contourner l'humérus, hein, on le voit contourner et devenir antérieur. Je suis toujours sur le bras. Il commence à lâcher quelques branches qui sont probablement des branches cutanées et tricipitales. Et enfin, juste au moment où le radial atteint le muscle supinateur très facilement identifiable, c'est-à-dire, on va le voir, voilà, ici, hop, on a une branche profonde qui va au sein du muscle supinateur et une branche superficielle. Pour la branche profonde, je peux vous montrer également ce que ça donne. Je continue de la suivre sur l'avant-bras. Et ce nerf va donner le nerf interosseux postérieur. Hein, c'est la branche terminale de la branche profonde du radial, le nerf interosseux postérieur. En fait, c'est un petit peu l'homologue sur la face postérieure de notre nerf interosseux antérieur qu'on a vu branche du médian. Voilà, donc c'est le plus difficile des trois. Hein, le radial, clairement. Il faut le prendre assez haut pour avoir toutes ces branches. Et si on veut bloquer sélectivement, là on peut bloquer sélectivement ici au niveau du supinateur la branche profonde. Hein, si on veut une analgésie du poignet et du carpe, on peut faire des blocs de longue durée analgésiques sur cette branche au sein du supinateur. On va positionner son aiguille à peu près par ici, pas directement sur le nerf, et injecter quelques millilitres pour décoller ces deux chefs, les deux chefs du supinateur, et englober donc cette branche profonde du radial. Pour la partie superficielle, si on fait de la chirurgie de la main, n'hésitez pas à venir chercher le nerf radial superficiel qui est ici, sous échographie. On le retrouve très bien en faisant l'ascenseur. Hein, il est ici, on peut le bloquer sélectivement plus bas sur l'avant-bras. Voilà. Des choses à rajouter, Davy ? Non. On va passer au dernier nerf. Donc le nerf ulnaire, on le connaît très bien. Il chemine sur la face médiale du bras, passe en arrière de l'épicondyle médial. Il va traverser l'avant-bras sous le muscle fléchisseur ulnaire du carpe et abandonner deux branches au niveau du tiers distal de l'avant-bras, les branches cutanées palmaires et cutanées dorsales du nerf ulnaire. Ce nerf ulnaire va aller traverser l'os de Guyon, va se diviser en deux branches, une branche sensitive et une branche motrice. La branche sensitive va assurer l'innervation du cinquième doigt. La branche motrice va assurer l'innervation des muscles
de la main, notamment de ceux de l'éminence hypothénare, quelques lombricaux, quelques interosseux, mais également le fameux muscle adducteur du pouce. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne sous échographie? Cette fois-ci, on retourne plutôt en supination. On a besoin d'être sur la partie vraiment toute interne du poignet. Toujours une sonde linéaire haute fréquence. Et là, on va chercher, notre nerf ulnaire avec notre artère ulnaire, un satellite de l'artère ulnaire. Hop, donc, il est là. Je vais vous le montrer. Tu peux le montrer des Alors elle est toute fine, je vais diminuer un tout petit peu la profondeur. Voilà, l'artère elle est là, d'accord. Et le nerf est juste à côté, non, l'autre côté, je pense qu'il est, voilà. Donc moi je vous conseille, pareil, vous partez du poignet parce que l'artère ulnaire elle est très facile à trouver. Vous mettez sur le bord ulnaire du poignet et vous cherchez une structure battante très superficielle, l'artère ulnaire. Satellite immédiatement à proximité de cette artère, on va trouver donc ce nerf ulnaire et on va pouvoir, pareil, faire l'ascenseur, remonter et scanner le long de l'avant-bras. Et vous voyez que c'est très facile à identifier. Le nerf ulnaire, c'est le plus facile des trois. Voilà, il chemine encore avec l'artère. Très facile à voir. Voilà. Hop, je prends avec l'autre main. Voilà. Et après, il s'écarte. Quand on arrive au niveau du coude, il va s'écarter de cette artère ulnaire et on va le retrouver jusqu'à la gouttière, enfin dans la gouttière épitrocléo-lécrânienne. Alors je vais avoir un petit peu de mal à... Voilà, ici. Hein. Donc quand vraiment on veut scanner l'ulnaire de haut en bas, on part de la gouttière épitrocléo-lécrânienne et puis on descend sur l'avant-bras. Le nerf ulnaire rattrape l'artère ulnaire cubitale. Et on va pouvoir aller comme ça jusqu'au poignet. Alors attention, si on descend trop bas, vous voyez qu'à ce niveau-là, le nerf ulnaire, il abandonne une branche, là à l'écran sur la gauche, hein, qui est probablement donc la branche palmaire. Et si on prend vraiment l'ulnaire au poignet très bas, on risque de louper cette branche et d'avoir un ulnaire incomplet. Hein. Donc pareil, c'est le même principe que pour le médian. Je vais vous centrer l'image. On va se mettre plutôt sur le tiers supérieur de l'avant-bras, ici, à distance de l'artère. On ponctionne pareil, in plane, out of plane, comme vous voulez. Une aiguille plutôt courte parce que vous voyez qu'on est, on est à 1 cm de profondeur. Alors, on est plutôt à 1,5. Là, c'est vrai que notre modèle est vraiment très svelte. Et on va injecter à peu près 5 ml pour entourer ce nerf ulnaire correctement avec de l'anesthésique locale. Alors, nous voilà revenus sur notre petit plateau. On va enchaîner donc avec Thomas qui va nous parler du bloc digital. Il est là. Hop. Voilà. Donc c'est un bloc un petit peu négligé de la part de la communauté anesthésique. C'est un bloc qui est largement utilisé par les urgentistes. Ils font ça très bien, ils font ça sans échographie. Est-ce qu'il faut le faire avec de l'échographie, sans échographie ? En tout cas, on va essayer de faire un petit peu le tri et puis voilà, de parler de manière vraiment scientifique, anatomique de ce bloc digital pour que vous y compreniez quelque chose et que vous ne le fassiez plus au hasard. Merci Thomas. Bonjour, alors donc je vais vous parler du bloc digital. On va surtout parler de se mettre dans le cadre du bloc digital anesthésique. Effectivement, il y a beaucoup de littérature qui a été faite dans les services d'urgence notamment. C'est un bloc qui est très fréquemment fait aux urgences. Le plus souvent, en tout cas dans la littérature, c'est sans échographie. Donc en fait, il y a très peu d'études sur le bloc digital éco-guidé. Donc on va essayer de voir les quelques études qui ont parlé de ça. Alors, donc évidemment, on va commencer par retourner vers l'anatomie. Ça, c'est mon bureau il y a quelques jours. Alors, donc, bon, ça a déjà été abordé avant, mais quand on évalue, quand on étudie l'innervation des doigts, il y a plusieurs nerfs qui vont entrer en jeu. Donc, plusieurs territoires nerveux. Donc, il y a le nerf médian. Donc, alors, quand on étudie la face palmaire, donc du côté latéral, on a plutôt le nerf médian. Du côté médial, on a plutôt le nerf ulnaire. Sachant qu'il y a comme l'a dit Davy tout à l'heure, il y a des grosses variabilités interindividuelles. Donc en fait, cette limite en réalité n'est pas aussi exacte que ce qui est représenté dans le Néther.
voilà, c'est beaucoup plus flou et beaucoup plus variable. Quand on s'intéresse à la face dorsale, donc là c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'on a les dernières phalanges des doigts 1, 2, 3 et la moitié du 4 qui sont innervés par le nerf médian. Toute la partie médiale qui va être innervée par le nerf ulnaire et le reste qui va être innervé par des branches du nerf radial. Donc on voit que c'est assez compliqué et avec toutes les variations, on s'y perd un petit peu et on ne sait pas trop ce qu'il faut faire en vrai. Alors, on va revenir juste rapidement sur l'anatomie nerveuse. On va surtout voir les nerfs parce que sinon ça pourrait durer longtemps. L'anatomie nerveuse de la face palmaire pour commencer, de la main et des doigts. Donc en fait, on a les deux nerfs impliqués qu'on voit arriver du côté médial, le nerf ulnaire, et du côté latéral, les divisions du nerf médian. Donc juste à l'issue du rétinaculum des fléchisseurs, le nerf médian se divise et va donner notamment des nerfs digitaux communs palmaires qui cheminent en fait dans l'espace intermétacarpien, à proximité immédiate de l'artère qui porte le même nom. Il y a aussi des nerfs digitaux communs qui proviennent du nerf ulnaire et qui, eux, donc, cheminent dans l'espace intermétacarpien du côté médial. Et ces nerfs digitaux communs palmaires vont se diviser en deux nerfs digitaux propres palmaires, se divisent pour innerver deux doigts adjacents. Quand on s'intéresse à la face dorsale, donc on a cette fois-ci du côté médial le nerf ulnaire des branches du nerf ulnaire et du côté latéral la branche superficielle du nerf radial qu'on vient de voir sous échographie, qui vont donner également des nerfs digitaux, donc, qui sont appelés nerfs digitaux dorsaux. En fait, alors, il y a plein de représentations différentes entre les différents livres d'anatomie, donc il y a beaucoup de variations, des nerfs qui sont très très fins, qu'on a beaucoup de difficultés à voir à l'échographie, et qui vont donner des rameaux nerveux dorsaux au niveau des doigts. Alors là, on ne le voit pas bien, mais il y a un point qui est clé et qui est très très important, c'est que la partie distale, donc la phalange distale et une partie de la phalange médiale est non pas innervée par les nerfs dorsaux, mais innervée par des rameaux qui viennent des nerfs digitaux palmaires. On va voir ça mieux sur la diapo d'après. Donc, en fait, voilà une coupe, enfin une vue d'un segment de profil, d'un rayon de profil. On voit donc l'os métacarpien, puis la phalange proximale, moyenne et distale. Oui. Donc, au niveau dorsal, voilà. Donc, au niveau dorsal, on a donc les fins rameaux digitaux dorsaux qui vont venir innerver la face postérieure jusqu'à la fin de la première phalange ou du début de la phalange moyenne. Par contre, sur la face ventrale, on voit les nerfs digitaux propres ventraux, donc nerfs digitaux propres ventraux, qui viennent eux jusqu'à l'extrémité des doigts et qui émettent des rayons, des petits rameaux qui viennent innerver la face dorsale de la phalange distale et une partie de la phalange moyenne. Ça veut dire que quand on fait un bloc des nerfs digitaux propres palmaires, on n'a pas tout le doigt et on a un déficit sur la face dorsale. Et si on bloque uniquement la face dorsale, on aura simplement une anesthésie postérieure qui n'intervient pas sur l'extrémité distale des doigts. Voilà, donc la limite ici. Quand on fait une coupe, qu'est-ce qu'on voit? Donc pour se rapprocher un petit peu des coupes échographiques. Quand on fait une coupe au niveau des phalanges proximales, donc on voit là l'os, la phalange proximale qui est coupée. On voit le tendon et la gaine des fléchisseurs qui est sur la partie palmaire, pardon. Et
On a sur la face, plutôt du côté palmaire, donc les nerfs et artères digitaux palmaires propres qui sont le plus souvent, enfin qui sont toujours l'un à côté de l'autre. Et à la face dorsale, on a les nerfs et les artères digitales dorsaux qu'on voit difficilement sous échographie parce que ce sont des nerfs qui sont tout petits. Bon, les artères, on arrive à les voir le plus souvent, mais par contre, les nerfs qui sont à côté, on les voit peu. Alors, on va avoir deux abords, deux blocs différents pour aborder ces différents nerfs. Tout d'abord, il y a une technique qui est décrite en 90, c'est le bloc transtécal, donc, qui consiste à injecter du produit d'anesthésie dans la gaine des fléchisseurs. Donc en fait, on va ponctionner vraiment au niveau médial et on va injecter à l'intérieur de la gaine des fléchisseurs. La gaine des fléchisseurs sert de guide en fait pour le produit d'anesthésie locale et va servir de conduit pour l'anesthésie des nerfs digitaux propres palmaires. Et donc on va avoir une anesthésie qui va être de l'ensemble de la face palmaire du doigt, de la phalange distale, mais il va y avoir un défect sur la partie dorsale. Le deuxième bloc qui est décrit et qui est réalisé, c'est une technique en 2 injections. On va injecter à la base en fait, de la phalange proximale. On va faire 2 injections. Chaque injection va pouvoir anesthésier à la fois le nerf digital ventral et le nerf digital dorsal. Donc voilà, donc on va faire une progression de l'aiguille qui va permettre d'anesthésier les deux contingents. Et donc avec cette technique, on va avoir une anesthésie complète du doigt. Donc l'intérêt de la première technique, c'est celle de l'utilisation de la gaine des fléchisseurs. Donc là, on a une représentation des différentes gaines. On constate qu'elle est différente en fonction des doigts. Donc quand on veut faire une anesthésie des doigts 2, 3 et 4, on va se positionner en gros à la tête des métacarpiens pour pouvoir faire l'injection. Par contre, quand on veut faire une anesthésie de la gaine des fléchisseurs au niveau du pouce ou du 5e doigt, on va devoir se positionner on peut se positionner à d'autres endroits parce que la gaine n'a pas du tout la même morphologie, sachant qu'également il y a des grosses variations entre les différentes personnes et en fonction des livres d'anatomie. Alors, donc là, les petits points bleus, ça correspond au site de ponction potentiel pour faire l'anesthésie, pour faire le bloc transtécal. Où est-ce qu'on se situe pour ces différents blocs? Donc, on revient sur le bloc transtécal. Donc, on a dit soit au niveau de la base du 5e méta, soit au niveau de la tête du métacarpien, soit au niveau de la base du doigt, au niveau du pli de flexion. Pour le bloc digital traditionnel, en fait, les urgentistes utilisent plutôt la voie postérieure parce qu'en fait, il y a moins de capteurs sensitifs du côté dorsal que du côté palmaire. Du coup, l'injection est moins sensible, est moins douloureuse du côté dorsal. Donc en fait, soit l'injection se fait au niveau de la tête des métacarpiens, soit elle se fait un petit peu plus distale au niveau de la base de la phalange proximale. Nous, on va plutôt, vu qu'on fait des blocs éco-guidés, on va plutôt passer par la face ventrale parce que ça nous permet de bien voir les nerfs digitaux ventraux. Donc on va se positionner au niveau de la tête des métacarpiens de la face palmaire ou au niveau de la base, au niveau de la phalange proximale. Voilà, on va maintenant voir un petit peu la sonoanatomie. Donc pour la sonoanatomie, alors on commence par j'ai plusieurs échographies. Donc il y en a qui sont faites comme celle-ci avec une sonde linéaire avec une fréquence de 15 MHz pour avoir la meilleure définition, la meilleure résolution en surface. Donc en fait, on voit sur cette échographie que la sonde est placée en regard des diaphyses des os métacarpiens. Donc on voit sur l'échographe la diaphyse des os à ce niveau-là. Plus en superficiel, on va décrire les structures de plus en plus superficielles. Donc plus en superficie, on a le fascia interosseux palmaire. Ensuite, on voit les différents fléchisseurs
Donc il y a 3 groupes de fléchisseurs. À chaque fois, les fléchisseurs, il y a des fléchisseurs superficiels et des tendons fléchisseurs profonds. Pardon. Et entre ces tendons fléchisseurs, il y a une masse qui est hypoécogène, qui sont les muscles lombricaux, là, qui sont représentés ici. En superficie des muscles lombricaux, on peut voir les artères digitales palmaires communes, ainsi que les nerfs digitaux palmaires communs. Donc là, on peut aborder le bloc de ces nerfs à cet endroit-là. Le problème, c'est que la distance pour bloquer, c'est assez compliqué de bloquer les branches dorsales parce qu'il faut traverser les muscles interosseux, etc. Donc c'est assez compliqué. Quand on remonte au niveau de la base de la phalange proximale, donc toujours avec une sonde linéaire de 15 MHz, on reconnaît les structures donc, osseuses que sont la phalange proximale. On reconnaît le tendon fléchisseur avec sa gaine qui l'entoure. On reconnaît de chaque côté, d'un côté, les artères digitales palmaires qui sont propres, parce que les artères digitales communes se sont séparées en deux, ainsi que les nerfs digitaux palmaires propres, parce que les artères digitales palmaires communes se sont divisées en deux. On va suivre après sur une petite vidéo cette division qui est intéressante pour nous. Donc en fait ici, c'est propice à la réalisation du bloc, puisqu'on va pouvoir aborder assez facilement les nerfs, donc une injection de chaque côté pour l'anesthésie d'un doigt, et on va pouvoir poursuivre l'injection en profondeur pour cibler les rameaux dorsaux et donc avoir un bloc complet du doigt. Donc le même type d'image, mais celle-ci avec une vision plus resserrée, puisqu'on utilise une canne de golf avec une fréquence de 18 MHz. Mais bon, c'est les mêmes repères. On a toujours la diaphyse des os métacarpiens, on a toujours le fascia interosseux palmaire, on a toujours les fléchisseurs, on a toujours le muscle lombrical, l'artère et les nerfs digitaux communs palmaires. Quand on chemine de manière plus distale, donc toujours la phalange proximale, le tendon fléchisseur et sa gaine, et de chaque côté les artères digitales palmaires propres, donc cette fois-ci les communes sont divisées, et les nerfs digitaux palmaires propres, donc les nerfs digitaux palmaires communs se sont divisés. Une petite vidéo pour essayer de bien repérer cette division. Donc on va la repasser. Donc le nerf, donc je vais essayer de suivre le nerf commun, donc qui est ici. Là on a une branche qui se divise ici et qui va aller d'un côté sur un doigt ici. Et je vais repasser le petit film. Voilà. Voilà ici donc on va suivre l'autre contingent. Donc on est au niveau du nerf commun palmaire. Il est un petit peu plus difficile à voir, mais on va le suivre quand même. Hop, et là, il s'éloigne progressivement pour aller sur l'autre doigt. Donc voilà, donc la division. Et donc le nerf, on peut facilement le suivre et le bloquer où on veut. Qu'en dit la littérature donc, de ces blocs digitaux? Donc il y a plusieurs questions qui se posent. Donc déjà, on a deux techniques différentes. Le bloc transsécal et le bloc, on va l'appeler le bloc digital traditionnel, parce que c'est celui qui a été créé avant. Alors, quelle technique utiliser? Pour ce qui est du bloc transsécal, le gros intérêt, c'est qu'on fait une seule injection. Il est efficace sur la phalange distale et sur la face antérieure. Par contre, il y a un défect, comme on l'a dit, sur la face dorsale. Du coup, par exemple, si on a une chirurgie qui intéresse ce secteur ou si on met un garrot de doigt, ça peut être ennuyeux, ça peut être insuffisant. L'autre souci, c'est que l'injection dans la gaine est assez douloureuse, qu'il y a un risque potentiel de lésion des tendons, même s'il n'y a pas grand-chose dans la littérature à ce sujet. Il convient d'injecter entre 3 à 5 ml en fonction de la zone. 3 ml pour les doigts 2, 3, 4, et plutôt 4, 5 pour les gaines du doigt 1 et 5, puisque les gaines sont beaucoup plus grandes. L'autre bloc, le bloc traditionnel, donc sur les études, c'est surtout des blocs sans éco-guidage. Mais bon, on va extrapoler un petit peu le résultat. Donc on a deux injections.
Donc ça, c'est le point négatif. L'avantage, c'est que c'est efficace sur tout le doigt. C'est qu'il y a plutôt une bonne tolérance au niveau de l'injection, d'autant plus que ces études, en général, sont faites par voie dorsale. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus sensible par voie ventrale, par voie palmaire, pardon. Et il faut éviter d'injecter des volumes trop importants parce qu'il y a des cas décrits de syndrome des loges si on injecte plus de 10 ml par doigt. Alors 10 ml, c'est vraiment très important, hein. En général, 2-3 ml par côté, ça suffit amplement. Donc nous, on préfère pour avoir une anesthésie plus complète, le bloc digital traditionnel fait sous échographie, évidemment. La place de l'adrénaline. Donc, faut-il utiliser la lidocaïne adrénalinée? On va revoir juste rapidement 2 études. Il y a une étude prospective de 1111 patients, une étude américaine, donc avec plus de 600 patients qui ont eu des blocs avec de la lido-adré, qui est diluée à des doses classiques qu'on utilise ici en ce moment. Ils ne mettaient jamais plus de 10 millilitres de lidocaïne. C'était soit des blocs transtéco, soit des blocs digitaux. Et en fait, sur l'ensemble de cette série, il n'y avait aucune complication ischémique. Après, les patients à risque artériel avaient été exclus. Une autre étude, c'est une revue de la littérature publiée en 2015, toujours avec la lido-adré à des concentrations classiques, presque 3000 blocs digitaux, soit par voie transsécale, soit par bloc digital classique, et il n'y a aucune lésion ischémique, alors qu'il y avait quand même 2 études avec plus de 100 patients qui incluaient des patients à risque d'artériopathie. Donc le gros intérêt de l'utilisation de l'adrénaline avec la lidocaïne, c'est surtout d'éviter le garrot, donc de faire un garrot chimique. Parce que effectivement, si on fait des blocs digitaux et qu'on met un garrot soit au niveau de l'avant-bras, soit au niveau du bras, ça risque d'être ça la principale source de douleur pendant l'intervention. Voilà. Donc permet d'éviter le garrot pneumatique. Donc au total, on va dire que l'utilisation d'adrénaline est peu risquée dans ce contexte, même s'il faut probablement exclure, parce qu'il y a peu de data là-dessus, les patients artériopathes ou qui ont un syndrome de Raynaud. Enfin, le confort du patient. Une petite étude publiée en 2017. Il y a 25 patients qui ont des blocs classiques, mais par voie dorsale. Ils ont quand même une EVA à 4,28. Alors, il existe des moyens pour diminuer cette douleur et cet inconfort. Donc déjà, utiliser des aiguilles fines, des aiguilles de 24 ou 25 gauges, de tamponner l'acidité des anesthésiques locaux par du bicarbonate. On peut discuter avec le patient, utiliser des techniques de distraction qui sont assez efficaces. Il est intéressant d'utiliser un abord hors du champ puisque la distance à parcourir est très faible, donc ça permet de limiter les douleurs. Et il y a certaines équipes, je pense que c'est assez anecdotique, mais qui glacent la zone de la ponction avant de faire des ponctions, qui permet de diminuer la douleur également. Donc, se pose la question de la sédation. Donc, je pense qu'il ne faut pas être tranché, il faut pas avoir un avis tranché sur le sujet. C'est en fonction de chaque patient. Il y a des patients qui auront besoin d'une sédation supplémentaire et d'autres où ça se passera très bien comme ça. En conclusion, donc, nous on privilégie la technique du bloc digital éco-guidé qui fonctionne très bien. On a juste à injecter 2 à 3 ml de chaque côté, donc 2 ponctions. On utilise la lidocaïne adrénalinée aux concentrations habituelles, donc entre 1 sur 100 000 à 1 sur 200 000, qui est peu risqué. Il y a peu de risques d'ischémie et de nécrose digitale. Par contre, on évite si c'est des patients qui ont des syndromes de Raynaud ou qui ont des risques d'artériopathie des membres supérieurs. Les mesures pour limiter la douleur d'injection, on vient de les voir, et la sédation est à discuter au cas par cas. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Thomas, vraiment très 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 complet sur le blog digital. Un grand merci d'avoir fait un petit peu le ménage là-dedans, d'avoir bien défini l'anatomie de cette région, parce que vraiment je pense qu'on en avait besoin.
Comment ça se passe? Là, on a vu ton échographie pour les doigts. Est-ce que c'est pareil pour le pouce? Parce que le pouce, il est toujours un peu à part, 2 phalanges, une gaine particulière, etc. Comment on fait pour le pouce? Alors, on va dire les repères les plus proximaux sont plus compliqués, je trouve, pour le pouce. Mais par contre, si on veut faire une injection à la base, c'est exactement pareil. On a la phalange proximale avec les paquets vasculo-nerveux qui passent de chaque côté. Donc c'est la même technique. La particularité pour le pouce, alors ça dépend des sources, mais a priori, c'est que les rameaux dorsaux en fait vont jusqu'à l'extrémité. Donc même si on a une chirurgie de la phalange distale, il faut quand même faire un bloc dorsal pour être sûr de ne pas louper les branches qui vont du coup jusqu'à l'extrémité à la face dorsale. C'est la petite particularité, Du effectivement, pouce, pour le... Il n'y a pas de troisième phalange. Il n'y a que deux phalanges. Voilà, il n'y a que deux phalanges. Il y a que deux phalanges, on peut savoir. Pour ce qui est des anesthésiques locaux qu'on va utiliser, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en termes de volume pour un bloc digital et puis en termes de produits, qu'est-ce qu'on va utiliser, qu'est-ce qu'on peut obtenir, qu'est-ce qu'on peut espérer obtenir avec ça? J'ai axé mon topo là plus sur les blocs anesthésiques. Donc le but c'est de mettre de l'adré pour éviter le garrot. Ouais. En mettant de l'adré, voilà, on vasoconstricte un petit peu. Dans ce cas-là, on met de la lido et de l'adré. Ouais. Par contre, si c'est un bloc à visée analgésique, c'est-à-dire qu'il y a une autre technique, soit un bloc axillaire, soit une AG, enfin n'importe quoi, on va faire un bloc analgésique de longue durée d'action. Dans ce cas-là, on va utiliser la ropivacaïne qui a une durée beaucoup plus longue. Donc, alors c'est très variable en fonction des études, mais si on fait de la lido seule, ça dure 1 à 2 heures. Si on fait la lido adrénalinée, ça dure de 4, 5, 6 heures. Ici par contre on fait la ropi, ça peut durer beaucoup plus, ça peut durer dans les 20 heures, quasiment 24 heures, d'autant plus si on met un adjuvant comme la dexaméthasone, et il y a des blocs de plus de 30 heures qui sont décrits avec de la ropi, donc des blocs digitaux avec de la ropi plus de la dexaméthasone. Donc Xylo, 1 heure. Voilà, c'est très court. Xylo, c'est très court. Xylo-adré, on double la durée presque. On a quelques heures, oui, ça peut 3-4 heures. Ça peut faire 3, 4, 5, 6 heures, je crois. Ropi. Et ropi, par contre, là, on est 8, sur l'analgésie. 9 heures sans rien. Et avec. Même plus. Ah, d'accord, plus que ça. D'après ce que j'ai vu là dernièrement, il y a vraiment pas longtemps, dans les études, c'est plutôt 15-20 heures. Ouais. D'accord. Ok, entendu. Est-ce que toi, là maintenant, à la vue de tout ce que tu as, du tri de la littérature, etc., tu vas continuer à faire des blocs sous échographie ou alors tu vas revenir à la bonne vieille technique où on ponctionne là derrière, un peu comme les urgentistes? Est-ce que toi, tu penses qu'il y a un intérêt réel à faire l'échographie? Je pense qu'il y a un intérêt à faire l'échographie parce que c'est plus satisfaisant de voir les nerfs notamment. On va aller traverser. Alors, pour aller sur la face dorsale, on voit pas grand-chose. Donc là, ça sert pas à grand-chose. Mais par contre, pour la face palmaire, on voit très bien les nerfs, on voit très bien les artères. Et effectivement, l'échographe, ça permet d'éviter une ponction à travers l'artère ou à travers le nerf qui pourrait être ennuyeux, même si effectivement, dans la littérature, il y a quand même peu de complications, même des complications neurologiques. Ouais. Donc ça, c'est bien de souligner. Effectivement, sous échographie, on va voir les nerfs palmaires propres. Pas sur la face palmaire, aucun problème. Par contre, sur la face dorsale, on voit rien. Non. On va pas dire qu'on voit quelque chose. Pourtant, on a des cherché. On a des bons échographes. on n'a pas réussi à trouver. Bon. Eh ben, écoute, je te remercie pour ce point complet sur le bloc digital. Merci. Puis donc, on va finir avec notre dernier orateur, donc le docteur Sébastien Campard, qui nous vient tout juste de Nantes, de la clinique Jules Verne. On est très très content de l'accueillir. Et donc, on va faire un petit peu le lien entre tout ça. À savoir, on a parlé des tronculaires, on a vu qu'à visée anesthésique, c'était un petit peu... on peut avoir quelques petits ennuis. À visée analgésique, pas de problème. Au contraire, le bloc digital, aucun souci, c'est super au niveau anesthésique et c'est très simple. Et puis, il y a un espèce de monde entre les deux qui s'appelle la Wallante. Et il va, Sébastien va vous présenter ça vraiment de manière extrêmement complète. Et vraiment encore, je le remercie d'être venu nous voir. On est très content de l'accueillir. A tout de suite. Bon, bonsoir à tous. Un grand merci à l'équipe de Quincy de m'accueillir chez eux pour essayer de faire un petit peu le lien entre tout ce qui a été dit depuis le début de cette émission et vous parler de notre monde merveilleux de l'anesthésie très distale pour la chirurgie de la main qu'on pourra extrapoler au pied mais qui n'est pas notre habitude chez nous.
Alors le panorama classique de la chirurgie de la main, c'est plutôt sur la partie gauche de la diapositive, le bloc axillaire ou les blocs tronculaires pour certains centres, pour des chirurgies qui sont réalisées sous garrot. Et l'idée, c'est de se dire, mais pourquoi pas se passer du garrot et dans ces cas-là, utiliser une technique qui sera la Wallante, probablement associée aussi à des blocs tronculaires qui peuvent être distaux, et surtout des blocs digitaux pour avoir une anesthésie finalement la plus distale possible. Alors quand on parle de Wallante, c'est un acronyme anglo-saxon, ça vient du Canada, pour Wide Awake Local Anesthesia No Tourniquet. Alors l'idée, c'était quelque chose qui a été mis au point par des chirurgiens de la main, qui étaient plasticiens aussi de formation, un petit peu en opposition avec l'anesthésie générale, car c'était des chirurgiens qui avaient des difficultés d'accès à l'anesthésie, donc c'était dans le Nouveau-Brunswick au Canada. Donc ils ont opposé finalement les chirurgies sous anesthésie générale avec du wide awake, donc du complètement réveillé, une anesthésie locale qui permettait de faire des chirurgies sans garrot, no tourniquet. Le principe qu'on a un petit peu fait évoluer, c'est une infiltration locale. L'évolution, c'est que nous, on va l'éco-guider d'un anesthésique local adrénaliné pour avoir un effet vasoconstricteur, donc garrot chimique, et tamponné. Et on va voir que ça a plusieurs intérêts de le tamponner. Et donc l'idée de tout ça, c'est d'obtenir un bloc à la fois sensitif et hémostatique. Alors si vous lisez un petit peu, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous aurez beaucoup entendu parler de cette technique. Son promoteur, il est sur la gauche, c'est le Donald Lalonde, c'est un chirurgien canadien et qui communique énormément sur les réseaux sociaux, sur des tas de séries. Il y a beaucoup de chirurgiens un peu followers qui parlent énormément de la technique aussi, et qui la mettent très souvent en opposition avec les techniques associant les anesthésistes. Et c'est ça que j'aimerais un petit peu réconcilier. Pourquoi il faut s'y intéresser quand même, c'est que c'est pas parce que c'est une chirurgien que c'est une mauvaise idée. Donc il y a, comme souvent, il y a beaucoup de très bonnes idées qui sont nées de la chirurgie et des chirurgiens. Que notre ALR traditionnelle, et ça on l'a vu dans les topos précédents, et en partie celui de Davy, elle est pas parfaite. On a des limites, on n'arrive pas à avoir une reproductibilité parfaite et un niveau de satisfaction toujours parfait. Le garrot pneumatique, c'est un problème, et ça je pense que vous l'avez tous expérimenté. C'est la partie la plus inconfortable pour le patient, c'est le garrot, et ça peut être très rapidement inconfortable dès le moment où on le gonfle. Cette technique de Wallante, on va pouvoir l'associer nous à ce qu'on sait faire déjà, des blocs plexiques, des blocs tronculaires, et puis organiser comme ça des analgésies prolongées pour des chirurgies douloureuses, et pourquoi pas mettre des cathéters pour pouvoir prolonger cette analgésie au-delà de 24 heures. Et puis peut-être aussi pour ne pas perdre la main, parce que c'est un moyen quand même de continuer à faire cette activité, qui est une activité intéressante. Alors on va repasser très vite sur ces considérations-là, mais le bloc axillaire, même si on est très très bon, c'est pas 100% de succès. Alors, vous voyez, c'est une étude qui est un petit peu ancienne, mais qui associait déjà le guidage échographique. On voit que le guidage échographique améliorait grandement le succès du bloc axillaire. Mais que néanmoins, et on peut le comprendre à la vision de toute l'anatomie qu'on nous a exposée précédemment, que si on le teste très précisément au prick test, son bloc axillaire au niveau de la main, eh bien, on a des zones de blanc, c'est 80% de succès. Bon, on voit que heureusement, ça permet de réaliser la très très grande majorité des chirurgies, parce que là, dans cette série-là, c'était 95% des chirurgies qui étaient réalisées sans sédation. Donc, le bloc axillaire, ça marche bien, mais c'est pas parfait. Les blocs tronculaires se sont beaucoup développés ces derniers temps, alors peut-être pour limiter l'inconfort lié au bloc moteur d'un bloc proximal. Néanmoins, ce sont des blocs qui ne sont pas forcément très, très confortables pour le patient. Et on voit là sur le diagramme à gauche, hop, on va remettre le petit pointeur, voilà, que une des choses qui était inconfortable, c'est la ponction. Et la ponction, en plus, il y en a plusieurs. Il va falloir multiplier les blocs pour pouvoir avoir une efficacité. Et en particulier, quand on est sur la face palmaire des 3 premiers doigts, il faudra faire au moins 2 blocs. Et donc, on a 2 ponctions, et ça peut être inconfortable. On voyait dans cette série-là qu'il y avait quand même des infiltrations de compléments réalisées par le chirurgien, parce que, comme on l'a vu plus tard, et puis que je vais reciter, mais on a des zones de blanc dans les territoires cutanés.
Un petit point intéressant, c'est que finalement, la sédation l'EMLA n'apportait pas grand-chose au confort du patient pour la réalisation des ponctions. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on a vu aussi dans notre expérience, c'est que l'EMLA, finalement, ajoute une espèce de prédisposition un petit peu négative à la ponction quand elle est mise en place avant l'intervention et pas forcément nécessaire. Une autre étude, que vous a montré déjà Davy, mais que j'ai regardé sous un autre angle sur le garrot, qui était donc positionné sur des volontaires sains. Ils avaient comparé 2 niveaux de pression. Je m'étais plutôt moins intéressé à toute la sémiologie de ce que décrivaient les volontaires sains lors du gonflement du garrot, du temps où il est laissé en place et du dégonflement. Et en fait, on voit que c'est quand même beaucoup d'adjectifs très synonymes d'inconfort, car le garrot, dès qu'on le gonfle, finalement, voilà, pression. Ensuite, c'est des picotements, une anesthésie par l'ischémie qui s'installe, une paralysie musculaire. Et finalement, quand on le relâche, il y a un soulagement initial, mais c'est pas fini. Et ils vont continuer à décrire de la chaleur, qui tourne même à la brûlure, des chatouilles, une douleur lancinante qui durait plusieurs minutes, que c'est 7 à 8 minutes après le lâcher du garrot. Donc, on voit que le garrot, c'est quand même probablement un des problèmes principaux de la chirurgie de la main. Bon, les variations anatomiques, on ne va pas revenir dessus, mais on a beau réfléchir et se dire on a bien revu notre anatomie, on sait quels sont les nerfs concernés par le doigt que j'ai à opérer, eh bien on peut se faire avoir parce qu'il y a des anastomoses possibles à plusieurs niveaux, au niveau du bras, de l'avant-bras et même de la main, qui peuvent rendre une anesthésie incomplète, alors qu'on pense avoir bloqué les bons nerfs. L'autre étude, que vous en montrez Davy tout à l'heure aussi, que je trouve intéressant sur les volontaires sains, c'est surtout que même si on réalise, et là c'est au tiers moyen de l'avant-bras, un médian, un ulnaire et un radial à des patients, il reste des zones grises qui ne sont pas couvertes et qui sont probablement liées à d'autres nerfs, en grande partie issus du musculo-cutané, mais pas que. Et finalement, ça va être insuffisant et qu'il va falloir rajouter soit une infiltration locale, soit une sédation. Alors si on parle de Wallant, qu'est-ce qu'on met comme anesthésiques locaux? Parce que c'est une question qui est posée souvent. Alors nous on est reparti de quelque chose d'assez dilué qui était utilisé directement par les Canadiens, qui est de la lidocaïne à 1%, donc à 10 mg par millilitre, qu'on va finalement diviser par 2 avec du sérum physiologique pour la mettre à 5 mg par millilitre, et rajouter 1 à 2 ml de bicarbonate à 8,4 pour 1000, afin de tamponner la solution. Donc ça permet finalement d'avoir une solution qui va être anesthésique dans sa puissance, et puis de pouvoir s'autoriser des volumes importants, parce que, j'ai rappelé en bas les doses max autorisées, vous voyez qu'au membre supérieur, les lidocaïne adrénalinée, c'est 500 mg. Il va falloir rester dans ces volumes-là. Alors on s'était intéressé à des solutions diluées au début, parce que dans les descriptions canadiennes à l'aveugle, ils utilisaient des très gros volumes. En fait, on se rend compte que quand on éco-guide son geste, on n'aura pas besoin de ces volumes-là. Néanmoins, c'est toujours intéressant d'utiliser des solutions anesthésiques les moins concentrées possibles, car une grande partie de la toxicité est liée à la concentration, qu'elle soit systémique ou même locale. Donc on aura toujours intérêt à utiliser un anesthésique local le moins concentré possible. Alors l'intérêt de l'alcalinisation dans cette solution, alors déjà c'est le confort de l'infiltration, ça c'était bien connu des chirurgiens plasticiens qui l'utilisent depuis très longtemps pour retirer des carcinomes cutanés et qui infiltrent des solutions tamponnées afin de limiter les picotements et les brûlures. Mais alors surtout, le fait de tamponner une solution de lidocaïne va permettre d'augmenter le pouvoir anesthésiant de la lidocaïne, parce qu'on augmente sa fraction de non ionisée. Et donc on va finalement avoir plus de molécules de lidocaïne qui vont pouvoir être actives localement. Et donc dans ce papier-là, ils avaient comparé finalement que la lidocaïne à 2%, finalement, quand on utilisait de la lidocaïne à 0,3% tamponnée, on arrivait au même niveau d'efficacité. Donc ça a déjà un intérêt, parce qu'on va avoir une efficacité supérieure avec une dose inférieure. Et puis du coup, on va diminuer tous les risques de toxicité, qu'elles soient locales ou systémiques, du fait d'un produit moins concentré. Alors on va en parler un petit peu plus là maintenant, mais il ne faut pas qu'on limite le Wallant à une technique d'anesthésie locale de chirurgien en cravate dans son bureau. Il y a moyen quand même d'en faire quelque chose de beaucoup plus intéressant que ça, parce que ça, même si c'est probablement
un intérêt pour certains. Je ne pense pas que ce soit notre but. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire avec le chirurgien et qu'il va falloir de toute façon faire avec le chirurgien si on veut que ça réussisse. Parce qu'il faut que le chirurgien soit partant, qu'il remette un petit peu en cause son dogme du garrot, qu'il accepte une chirurgie donc avec un garrot chimique qui sera forcément un petit peu moins efficace qu'un garrot avec une vidange du membre préalable. Et puis il va falloir se mettre un petit peu d'accord sur qu'est-ce que je fais comme chirurgie et par où je rentre, je traverse la peau. Et donc ça, nous, c'est pour ça qu'on a mis en place, vous voyez, cette feuille de liaison. Alors là, c'est avec un des chirurgiens de la main, qui permet donc déjà pour lui de nous dire ce qu'il aimerait comme technique d'anesthésie pour ce patient. Et puis surtout d'avoir des schémas sur lesquels il va pouvoir noter et entourer la zone réellement opérée. Donc on aura à la fois l'intitulé de l'intervention, mais également la zone d'intervention, histoire d'optimiser la réussite de ce bloc. Nous, on réalise ça dans une salle d'ALR, un petit peu comme ici. C'est par l'anesthésiste, évidemment. Sur un patient qu'on garde scopé et perfusé. Alors, on ne fera pas de sédation systématique. C'est pas parce qu'on anesthésise qu'on sédate systématiquement. Par contre, on ne se l'interdit pas. S'il y en a besoin, et certains patients en ont besoin, la sédation peut être un bon complément, surtout pour la réalisation de l'anesthésie. Le délai est important, il faudra réaliser son infiltration un petit peu en avance, donc au moins 15 minutes et probablement jusqu'à 30 minutes pour avoir l'effet vasoconstricteur. Parce que l'effet analgésique, anesthésique s'installe très très rapidement, c'est de la lidocaïne. En revanche, la vasoconstriction c'est plus long, donc il faut se donner un petit peu de temps si on veut avoir un vrai bon résultat. Et chez nous, ils sortent 30 minutes après la fin de l'intervention, il y a une petite surveillance, une collation, et on leur demande toujours d'être accompagnés, ce qui nous permet en fait d'avoir un circuit qui soit le plus robuste possible, qui nous permette finalement d'avoir des patients sédatés ou pas, bloc axillaire ou wallant, dans le même circuit et qu'on ait un circuit fluide tout au long de la journée. On va éco-guider notre geste. Alors vous voyez, nous on utilise principalement pour le wallant de la main une petite sonde linéaire à haute fréquence, donc c'est une 18 MHz, qui va nous permettre d'avoir une très bonne résolution de surface et de bien repérer les structures, ce qu'on va voir plus loin, et infiltrer au bon endroit. Donc l'idée c'est qu'en guidant le geste, on utilisera beaucoup un volume d'anesthésie locale inférieur. On va être beaucoup plus précis dans son infiltration et le mettre exactement à l'endroit où on a envie. Et puis on va éviter, comme l'a dit Thomas tout à l'heure, d'aller léser des structures qui sont quand même très proches des sites d'injection, donc les nerfs, les vaisseaux, et puis chez nous les gaines de Fischer, ce qu'on s'interdit de rentrer dedans. Alors vous allez dire l'adrénaline, on en a déjà parlé un petit peu, là je vais vous remontrer finalement un petit peu les mêmes études, mais on nous a toujours appris qu'il ne fallait pas utiliser d'adrénaline dans les extrémités, et en particulier dans les doigts, parce qu'on avait des risques de nécrose. Cette donnée, elle est en fait liée à des cas cliniques très anciens, qui datent pour l'essentiel des années 50, et qui n'utilisaient pas du tout les mêmes anesthésiques locaux que ceux qu'on utilise aujourd'hui. C'était des cas cliniques avec de la cocaïne et de la procaïne adrénalinée, qui étaient donc par eux-mêmes de très puissants vasoconstricteurs, extrêmement acides, parce que certains avaient des pH jusqu'à 2, donc extrêmement acides. Et puis on n'avait pas, dans certaines études, plus des terrains très particuliers avec des risques de nécrose. Dans les séries récentes, donc on vous en a montré une tout à l'heure, mais il y en a plusieurs autres, il n'y a pas de nécrose digitale, pourtant chez des séries assez larges, qui incluent à la fois de la chirurgie de la main, réalisée des anesthésies réalisées par les chirurgiens ou par les anesthésistes. Et finalement, aucune nécrose quand on utilise les produits actuels, les lidocaïnes adrénalinées aux concentrations habituelles. Et puis qu'attention, vasoconstriction, ce n'est pas forcément de la nécrose. La vasoconstriction, c'est ce qu'on recherche, la nécrose, c'est ce qu'on ne veut pas. Et le fait d'avoir une vasoconstriction ne va pas forcément conduire à une nécrose. Alors pour les plus inquiets, il y a un antidote, qui est un antagoniste alpha-adrénergique non sélectif, donc on va pouvoir injecter si on veut pour antagoniser l'adrénaline et son effet vasoconstricteur en l'injectant en local. Donc vous voyez que sur la présentation n'est pas habituelle chez nous, c'est
C'est quelque chose qui se met dans une carpule, hein, parce que c'est utilisé essentiellement par les dentistes qui font beaucoup d'antagonisation de leurs anesthésies locales de chirurgie de gencive, toujours pareil dans la crainte de la nécrose. C'est très simple à utiliser si on l'utilise. C'est au même endroit et avec le même volume. Donc si on a mis 5 minutes d'xylocaïne adrénaline, on met 5 minutes d'Oraverse et ça antagonise. On voit qu'en fait ça accélère énormément le délai de vasoconstriction dans les études. Bon. Nous, on ne l'a jamais utilisé, on en avait acheté au début de l'activité, il y a 6 ans. On ne l'a pas renouvelé quand il s'est périmé, parce que finalement, on n'y a pas trouvé d'intérêt. Il faut quand même se mettre quelques petites limites. Donc nous, c'est celle qu'on s'est fixée. C'est les terrains vasculaires très précaires, hein, les artériopathies du membre supérieur particulièrement qui sont assez sévères. Les diabètes avec neuropathie très sévère également aussi, parce qu'on se dit finalement d'aller abîmer encore peut-être les petits rameaux distaux nerveux, c'est peut-être pas une bonne idée. Nous, on s'interdit d'injecter dans les gaines de fléchisseurs, parce que finalement, les pressions augmentent très très vite quand on prend les pressions dans une gaine de fléchisseur, en particulier des doigts médians. La pression va monter assez vite, et probablement que c'est un facteur lié à de la nécrose, même s'il n'y a pas vraiment beaucoup de biblio documentés là-dessus. Et puis d'éviter d'injecter dans les pulpes, un peu pour le même problème, c'est qu'on aura un risque de nécrose un peu plus rapide, parce que c'est des tissus qui vont rapidement se tendre. En revanche, le Waland, ça va devenir une vraie opportunité pour des patients chez qui on ne pourra pas mettre de garrot, par exemple. Donc, c'est ceux qui ont un curage ganglionnaire un peu extensif, un lymphodème déjà préexistant. Les patients, évidemment, porteurs de fistules artério-veineuses. Alors, on a mis anticoagulation curative aussi. C'est pas forcément lié au fait qu'on va arrêter ou non les anticoagulants, c'est qu'on a remarqué, c'est ce qui ressort dans des petites études aussi, que l'hémostase se faisant plus progressivement que quand on gonfle un garrot et qu'on le dégonfle, finalement on aura moins souvent d'hématomes, et en particulier chez les gens sous anticoagulation. Mais en tout cas, voilà, c'est pas un facteur pour permettre de réaliser une anesthésie, parce qu'on sait très bien qu'on peut réaliser un bloc axillaire sous anticoagulant. Et puis nous, on avait vu comme un gros intérêt les gens qui ont un membre unique fonctionnel, parce que ça va leur permettre finalement de récupérer une autonomie beaucoup plus rapidement, du fait d'un bloc moteur inexistant, ou presque, et d'un bloc sensitif très, très localisé. Alors souvent on nous pose la question, quelles interventions ? Chez nous, alors on est peut-être un peu extrémiste, mais toutes les interventions sont possibles sous Waland. Donc à la fois les choses simples qu'on reverra plus tard, comme le canal carpien, les plaies, les doigts à ressaut, les kystes synoviaux, mais aussi des prothèses trapézo-métacarpiennes, des fractures du poignet avec mise en place d'une petite plaque sur le radius, des maladies du puitrin. En fait, on va pouvoir on peut faire tout. Alors après, c'est pas pour ça qu'il faut tout faire, mais qu'on peut tout faire, et en tout cas dans des très bonnes conditions de confort. Alors si on fait l'analyse un peu de la biblio, là c'est assez décevant par contre. On voit déjà que c'est un sujet récent, vous voyez ça c'est juste une impression d'écran d'un PubMed fait fin septembre. C'est un sujet qui n'existait pas il y a 10 ans dans les publications, qui a fortement grossi ces dernières années. Beaucoup d'articles, surtout par des équipes chirurgicales, il y a assez peu de données d'équipes d'anesthésie, parce que c'est vraiment une technique que se sont appropriées les chirurgiens. Il y a déjà des méta-analyses qui sont sorties. Bon, là, il y en a une sur le canal carpien. Elles sont difficiles d'interprétation. Il y a de nombreux biais méthodologiques dans les études. Peut-être un petit gain sur les douleurs à la réalisation par rapport à des ponctions multiples tronculaires. Bon, un gain de temps minime dans la réalisation. Donc, en fait, c'est pas l'argument. Ce qui était peut-être plus intéressant, et ça, David vous en a parlé tout à l'heure, c'est... quand on étudie un petit peu les scores d'anxiété et la satisfaction patient, en fait, c'est probablement ce qui ressort, c'est que cette technique est associée à probablement une meilleure satisfaction des patients comparativement à des techniques d'anesthésie corrégionale dites conventionnelles. Bon. Il faut rester très prudent là-dessus, parce qu'on n'a pas d'études réellement intéressantes et en grand volume. Plus récemment, c'est l'équipe de Drouot qui avait comparé des blocs distaux et des blocs distaux associés à la Waland. Bon, on voit que chez eux, ils avaient remontré ce qui est probablement l'intérêt de faire la Waland, c'est qu'il y a moins de
de diminution de la douleur péropératoire, parce que finalement on récupérait avec l'infiltration type poilante les petits rameaux cutanés qu'on n'avait pas avec les tronculaires. Qu'on avait finalement de bonnes conditions chirurgicales, ce qui ressort dans beaucoup d'études. Alors c'est vrai que c'est les chirurgiens qui les font, mais s'ils sont d'accord, ils seront forcément contents qu'il y ait un garrot ou pas. Bon. Et puis voilà, ce qui a été ressorti chez eux aussi, c'est les hématomes aussi. Et nous, c'est vraiment quelque chose qu'on remarque dans notre pratique quotidienne, c'est que c'est exceptionnel les hématomes sur le site chirurgical quand on a fait du Walland, parce que probablement que l'hémostase a plus le temps de se faire qu'avec le garrot. Alors ça, je trouvais ça assez intéressant, c'est de regarder quel usage du Walland en Amérique du Nord. On voit que c'est quelque chose qui a pris, forcément ça vient de là-bas, donc ça a pris fort. 62% des chirurgiens de la main l'utilisent désormais. Il était 14% en 2014, donc c'est quelque chose qui a vraiment augmenté. Bon, c'est plus les Canadiens, mais ça sans doute, parce que c'est de là que ça vient, donc c'est logique qu'ils s'y soient mis un peu plus et un peu plus vite. C'est surtout les chirurgiens jeunes, et c'est souvent ce qui ressort en France aussi, dans les centres où ça s'y met, souvent ça vient des chirurgiens plus jeunes. Les gestes principalement réalisés, c'est les gestes simples, qui sont des gestes essentiellement des parties molles, comme les doigts à ressaut, le canal carpien et la tendinite de Kervin. Et puis ils avaient de nombreux freins qui sont exactement les mêmes que chez nous, hein. C'est que finalement, pourquoi changer quelque chose qui marche bien, pourquoi mettre de l'adrénaline au bout des doigts alors qu'on nous a toujours dit qu'il ne fallait pas en mettre. C'est exactement les mêmes freins que chez nous. Chez nous, vous voyez, on en a fait pas mal. Donc c'est une activité qu'on a commencé fin 2017, sur le dernier trimestre, qui ne fait qu'augmenter finalement, avec plus de 10 000 interventions qui sont réalisées à ce jour sous Walland. Alors vous voyez, il y a les grands classiques, c'est surtout le canal carpien, le doigt à ressaut, mais également beaucoup de chirurgie du puitrin, quasiment toutes nos prothèses trapézo-métacarpiennes. Et puis énormément de plaies et puis de gestes en urgence qui ne sont pas répertoriés ici. Ce qui est plutôt rassurant pour vous et puis qui l'a été pour nous, c'est que pour l'instant on n'a jamais eu la moindre complication ischémique. Voilà, donc finalement si on veut un petit peu résumer, finalement le Walland par ici c'est probablement une très bonne idée parce qu'on a peu de blocs moteurs, c'est très fiable et ça vous verrez que à partir du moment où on s'intéresse à la chirurgie et qu'on sait ce que va faire le chirurgien, ça marche à 100%. Donc ça c'est intéressant. Évidemment on va pouvoir obtenir la coopération du patient pendant la chirurgie, et ça peut avoir un intérêt dans les chirurgies tendineuses et probablement aussi pour le réglage et le choix de la prothèse trapézo-métacarpienne. On a un bloc sensitif limité, ce qui est plutôt rassurant pour les patients, et puis que ça permet une hémostase locale plus lente et plus progressive et moins d'hématomes. Voilà, et puis évidemment c'est un parfait outil pour optimiser le parcours patient. On aura un patient encore plus vite compétent qui pourra reprendre le cours de sa vie. Eh bien, je te remercie pour ce topo extrêmement intéressant sur la Walland par un expert du domaine. Vraiment, on est ravis que tu sois venu pour nous en parler. C'est donc une technique, effectivement, qui est très attrayante. On s'affranchit complètement des variations anatomiques cutanées qui nous embêtent. C'est probablement l'intérêt. Voilà, c'est probablement un intérêt majeur. C'est un intérêt majeur avec celui de se passer du garrot. Et celui de se passer du garrot. Alors, celui de se passer du garrot, moi je voudrais mettre un tout petit bémol peut-être, en tout cas en discuter avec toi. Nous on a fait quelques techniques Walland chez nous, et clairement nos chirurgiens pour l'instant ils sont pas vraiment prêts à en faire de manière extensive, parce qu'il faut le dire, le garrot chimique il est nettement inférieur au garrot mécanique. Je crois qu'on peut confirmer ça quand même. Très clairement. Non, très clairement. C'est pour ça qu'il faut que soit demandeur et soit partant. Ouais. Donc il faut alors peut-être qu'ils comprennent ou qu'ils discutent avec leurs copains de l'intérêt finalement de réaliser la chirurgie comme ça pour le confort du patient. Et ensuite peut-être qu'ils feront l'effort d'un champ opératoire un peu moins net. Ouais. Voilà. Et il faut qu'ils forment leur aide opératoire. Un petit geste de tamponnement un petit peu systématique, surtout à la phase initiale de l'abord, qui permet finalement de régler un petit peu le problème, mais on change les habitudes. Ouais, c'est ça. Ouais, quand on était, nous, on a eu le plaisir d'aller chez Sébastien voir comment ça se passe. Effectivement, l'aide opératoire tamponne très très régulièrement le champ opératoire pour que le champ reste exsangue finalement. On voyait effectivement sur tes diapositives certains chirurgiens qui font ça vraiment de l'office surgery, ça s'appelle comme ça, en costard cravate, dans leur petit cabinet.
Toi, quel est ton point de vue vis-à-vis de ça? Est-ce qu'il faut que cette technique, elle soit en sécurité, avec tous les warnings qu'on s'impose en anesthésie, la perfusion, le jeûne préopératoire, le scope, etc. Toi, comment t'envisages les choses de ce point de vue? Alors, je pense que nous, de toute façon, de base, on est anesthésiste, on travaille dans le cadre d'un décret et que ça va être difficile de faire autrement. Après, dans l'intérêt du patient, je pense qu'on a intérêt à continuer à faire comme ça, parce qu'on va pouvoir... Alors, déjà, éviter les complications, parce que les chirurgiens, même s'ils ne les publient pas, ont des complications, ont des intoxications aux anesthésiques locaux, et donc différents centres où des offices surgeries comme ça un petit peu sauvages étaient mis en place, il y a eu des problèmes. Donc c'est possible, même si heureusement c'est rare. L'autre chose, c'est qu'on a, c'est une fonction comme une autre, il y a des malaises vagos, des choses comme ça, et finalement... être là pour surveiller, avoir les moyens d'intervenir rapidement, c'est plutôt confortable pour le patient, en tout cas pour son expérience. Et puis, pourquoi s'interdire de combiner ça avec toutes nos techniques, sédation, et puis techniques d'analgésie par des blocs tronculaires. Avec des tronculaires, oui. C'est dommage. Donc, il y a des équipes qui font ça régulièrement, voilà. Effectivement, ça a l'air d'être satisfaisant. Moi, je ne l'opposerais pas, je dirais que c'est un outil de plus pour nous, comme le bloc digital, comme les blocs tronculaires. Nous, en fait, on a la chance de pouvoir tous les maîtriser. On va peut-être pouvoir proposer une meilleure association, une meilleure technique pour le patient, quoi. Concernant la technique, d'un point de vue organisationnel, je discutais avec toi un petit peu en off avant, tu me disais qu'effectivement il faut un petit peu s'organiser pour faire ce bloc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi, d'un point de vue du garrot, l'installation du garrot chimique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le garrot chimique c'est long, c'est au moins 15 minutes, 30 pour être bien, donc il faut avoir un petit coup d'avance tout le temps. Alors c'est des choses dont les gens ont un peu l'habitude dans les circuits ALR purs, de prendre de l'avance et de faire venir des patients un petit peu en avance. Là il faudra vraiment y être très attentif et de toujours avoir une ou deux interventions d'avance pour ne pas ralentir le flux et garantir quand même des bonnes conditions. Donc effectivement, il faut réfléchir un peu, mais bon, je pense que c'est un petit peu l'organisation de tout le monde. Dans les différents endroits où je suis allé, on fait ces blocs un petit peu en avance. Si on a l'honnêteté de les tester, si on teste son bloc axillaire, il faut avoir un petit quart d'heure quand même pour réellement le tester, quoi. Et l'anesthésie s'installe avant le garrot chimique. Oui, l'anesthésie elle est immédiate. Elle est quasiment immédiate, c'est ça. Alors que le garrot chimique c'est plus long. D'accord. Et tu es à peu près certain de ton garrot chimique quand la main a blanchi? Comment tu estimes ça? Ça c'est très compliqué. Si on a mis de la solution adrénalinée à l'endroit où le chirurgien va ouvrir, il n'y aura pas de saignement. Donc en fait là c'est là où c'est important, c'est de se mettre d'accord de où est la zone d'incision et la zone de dissection, en fait par où elle passe. Et à partir du moment où on en a mis là, on est tranquille. Et même si le territoire cutané n'est pas exsangue, tout blanc comme sur la photo qui tourne, là, le petit film qui tourne, on aura quand même un bon résultat si on est au bon endroit, quoi. Et donc ce qui est important de comprendre, c'est que nous on a souvent l'habitude de bloquer des nerfs à un endroit pour pas que ça aille plus loin. Là, c'est pas du tout la démarche. Là, on inonde la zone chirurgicale et donc il faut bien connaître ses interventions, bien connaître le... Et je trouve très intéressant, effectivement, sur les demandes d'intervention, que le chirurgien vous signale où est-ce qu'il va inciser. Et ça, c'est après, avec l'habitude, quand on a peu de chirurgiens, on sait à peu près ce qui se passe. Mais dans des centres où c'est un peu plus large, je pense qu'il faut... C'est intéressant de savoir, parce qu'ils ont tous un petit peu des techniques différentes, des abords différents. Donc ça c'est vraiment important, parce que finalement, pour le patient, ce sera quand même assez décevant si jamais il a mal à l'incision, parce que c'est justement ce qu'on veut éviter en faisant ça par rapport à des tronculaires. Donc ce serait dommage. Avec ta solution anesthésique, combien de temps d'anesthésie? Combien de temps d'anesthésie? Alors, c'est long, c'est très long. C'est 6 à 8 heures. Ah oui, quand même. Donc c'est très long. En revanche, le garrot chimique, c'est beaucoup plus court. Et là, c'est maximum 1h30. Ah oui. Donc si on veut avoir un peu plus, il faudra peut-être ne plus diluer. Parce que, oui, là, tu as diminué de moitié. Encore de moitié la dose d'adrénaline. Et que mettre de la Lido 1, probablement qu'on va gagner un petit peu plus. Alors, c'est pas notre expérience, donc je pourrais pas vous dire combien, mais intuitivement, je pense que ça va augmenter un petit peu la durée du bloc hémostatique, quoi. D'accord. Mais étonnamment, ça dure très longtemps, du fait de la diminution de la résorption de l'anesthésique locale, puis d'augmentation de sa fraction libre, ce qui fait que finalement, il y a plus d'anesthésiques locaux, c'est plus efficace et ça s'avère moins vite. Donc forcément, ça dure très longtemps. Ok. Alors, ce que je vous propose,
On va s'installer pour faire un petit peu de live démonstration pour finir. J'avais demandé à Sébastien de choisir en gros trois interventions qui sont facilement réalisables sous Waland, qu'on peut facilement mettre en place dans sa structure, et en gros par quoi commencer, avec quoi on se fait la main. 3 interventions relativement simples. Pour faire ça, il va m'accompagner sur le stand de live démonstration, et donc moi je vais apprendre à faire de la Waland, puis il va me guider. C'est ça qu'on a défini ensemble. À tout de suite. Alors je sais pas comment tu vois qu'on s'organise, mais je pourrais vous montrer après, en même temps ou pas, on va voir, les images de fonction. Ouais, tout à fait. Donc on alternera avec du PowerPoint pour vous montrer les images de fonction, parce que là on va pas ponctionner parce que là on va pas. notre petit modèle. Notre gentil modèle, arrête de râler. Je vais te valider quoi. Ouais, carrément. Voilà, c'est dur de passer interne à Quincy. Hein. Donc, ce qu'on préconise, c'est de prendre sur les conseils. Ah oui. Ah ouais, ils ont piégé ça bien, Ils ont piégé l'échographe, dis donc. Hop, donc c'est de prendre la petite sonde canne de golf. Et donc là, on va réaliser un canal carpien, c'est ça, un canal carpien. Allez, on commence par le canal carpien, sous Waland. Alors, comment je positionne ma sonde? Je la mets en transversale, c'est ça, au niveau du canal? On va repérer déjà médian. Donc on se met en transversale sur le poignet, voilà. Et puis là on va scanner un petit peu comme on a fait tout à l'heure avec notre sonde un petit peu plus grosse. Les tendons, on va mettre un tout petit peu plus de gain, on va mettre un tout petit peu plus de profondeur. Je repars vers le pli de flexion du poignet, on ne sait pas qui est quoi, on remonte et là on a un beau nerf médian qui s'individualise par rapport aux tendons qui redeviennent donc des masses musculaires. Donc là on serait bien à ton avis là pour ponctionner un tout petit plus proximal, plus distal, d'accord. Du poignet, à l'endroit où il devient réellement superficiel. Voilà. D'accord, donc là il est vraiment superficiel. Parce que l'idée ça va être d'individualiser. Donc notre nerf médian ici. Donc vous voyez qu'effectivement il faut scanner parce qu'on n'est pas très loin de l'image du tendon fléchisseur qui est en dessous. Et ici, le rétinaculum des fléchisseurs ici, parce que finalement c'est ce qu'on va essayer d'individualiser après, parce que l'intervention du chirurgien, ça va être de couper ce rétinaculum des fléchisseurs. Viens un petit peu par là, parce qu'on fait la caméra juste au-dessus, c'est pas grave. Et ici, le rétinaculum des fléchisseurs, qui est la zone qui va être coupée, parce que finalement, dans cette anesthésie-là, on va faire exactement le même geste que le chirurgien, c'est-à-dire qu'on va aller infiltrer entre le nerf médian et le rétinaculum des fléchisseurs, mais aussi entre la superficie et ce rétinaculum pour anesthésier toute la zone que lui va couper en venant de façon transversale comme ça. D'accord. Alors là, comment je fais avec mon aiguille? Je fonctionne par ici, donc on fonctionnerait par là, par le bord ulnaire, et donc on arriverait donc par la gauche de l'écran. Non mais par la gauche, voilà, par la gauche, et puis... Et donc on va avancer l'aiguille, et ça je peux vous montrer les petits films pour montrer les infiltrations qu'on va faire. Donc avec une première infiltration en sous-cutané qui va permettre de récupérer, vous voyez ici on a probablement un petit rameau cutané d'un des tumeurs palmaires. Et donc on va commencer par une infiltration là, et ensuite une deuxième, on réoriente l'aiguille et on va se placer entre le rétinaculum des fléchisseurs et le nerf médian pour l'individualiser. Voilà, je te propose que tu nous montres ça sur le petit film. Hop. Donc vous voyez, on a positionné la... Hop, attends, comment est-ce que j'enlève? Voilà. On a positionné notre sonde exactement comme Olivier l'a montré. Et la première image qu'on va faire, donc vous voyez, c'est le film d'en haut. On voit l'aiguille arriver et on fait une infiltration sous-cutanée. Hop, vous voyez bien l'aiguille. Hop. Donc là, c'est extrêmement simple. Et une fois qu'on a fait cette infiltration sous-cutanée, on laisse l'aiguille au même endroit, on la recule et on repositionne sur le film du bas. Et on va aller, hop, instiller, hop, comme ça un petit peu anesthésique local. Alors pas beaucoup, il y a besoin de 2 ml maximum. Le but n'est pas de faire un bloc complet du nerf médian, mais juste de créer un espace qui va nous permettre ensuite de trouver ce canal carpien sur la deuxième ponction. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, on réoriente sa sonde. Et donc on tourne à 90 degrés, c'est ça. Donc là normalement c'est infiltré au-dessus du médian. Ici. Donc on aura ici une grande zone, noire ici là. Voilà. Et ici, donc on va retrouver notre nerf médian. Voilà. Ok.
On a créé un espace, donc ici vous allez voir sur le film, on a un petit espace anesthésique local donc qui sera très hypoécogène. Et on va les refonctionner par derrière. Alors plutôt dans l'autre sens du coup la canne de golf, non? C'est ça? C'est plus Ouais, bah ouais, en plus- termes de... Donc je retourne et je vous montre le médian. Voilà, donc là on voit très très bien. Et en plus on est orienté dans le bon sens. Et donc on va les refonctionner. Alors on va repartir d'un territoire cutané qui est Déjà anesthésié. parce qu'on l'a fait sur la traçante. D'accord, donc un petit peu plus dans la paume de Voilà. main. Voilà. D'accord. Et donc in plane là cette fois-ci. plane. D'accord. Et on va voir notre aiguille arriver Là comme ceci. de la gauche. Hop. Ouais. Et on va aller infiltrer tout le canal carpien. Donc l'aiguille on la positionne juste dedans, il n'y a pas besoin de cathétériser complètement le canal carpien. D'accord, on cherche l'espace On cherche finalement. juste l'espace Ouais. et on infiltre. Et en fait on va surtout suivre après l'injection de l'anesthésique locale en faisant descendre la sonde, comme vous voyez. Voilà, je suis dans en train la de descendre paume, dans la paume de main. pour aller jusqu'à- chercher le repère de fin du canal carpien qui est l'artère palmaire. Et là, je ne suis pas encore. Hop, passer de gel. Donc, hop, je reviens dans le. On revient au. Hop, ouais. Voilà. On est en médian. Voilà, vous voyez là, on suit ici, là encore, on va aller un petit peu plus loin, on va pouvoir la trouver. Quelque chose qui bouge, ouais, ça doit être par là. Non. Mais ça bouge, on travaille sur le film, c'est encore plus loin. Vas-y, je te laisse reprendre la main. Ah si, c'est Elle est là. Ah, elle est là. C'est là où elle va. Ouais. Ici. Ouais, c'est ça. Là, on est sur l'arcade ici. Hein. Donc on devait écraser Voilà, un peu. qu'on devait écraser, je devais écraser un tout Ouais. petit peu. Ouais. Je devais l'écraser un petit peu. Alors, Donc je te propose qu'on regarde comment ça se passe pour la ponction du coup. Donc cette ponction qui maintenant est longitudinale. Donc on a remis donc Dans la la sonde exactement comme a montré Olivier. Donc on centre sur le nerf médian, on rentre l'aiguille in plane. Hop, j'enlève mon pointeur. Tchouk. Et je lance le film. Alors vous allez voir l'aiguille qui arrive. Comme ça. Hop, il y a un petit délai. Hop, voilà. Hop, qui va retrouver le petit espace qu'on a créé ici. Et hop, on infiltre. Vous voyez ? Ouais, c'est beaucoup plus facile avec le petit espace qui a été créé. Hein. Il faut bien signaler ça. Voilà, ouais. Et c'est Sur pour la ça live finalement, démo, et c'est pour ça qu'il y a deux ponctions. Voilà. C'est qu'il faut créer cet espace, sinon c'est très compliqué. Et là, on va descendre. Et donc dans la suite, le film du bas, c'est la suite. Hein, on n'a pas modifié la position de l'aiguille. C'est qu'on continue l'injection. Hop, vous voyez, hop. Et on descend, descend, descend. Hop, jusqu'à voir ici, alors là c'est beaucoup plus facile chez cette patiente-là, elle a une énorme arcade palmaire, donc on voyait extrêmement bien, et on voit l'anesthésique locale qui arrive jusqu'à l'arcade palmaire. Et voilà, et là on a terminé. Super. Alors on passe à quoi? On va passer au doigt arceau, et là finalement ça va faire un petit peu le lien, ça va faire le lien avec le bloc digital. Voilà, avec le bloc digital que nous a décrit Thomas. Alors l'idée du doigt arceau, ça va être de faire un bloc digital, mais juste sur la face palmaire à ce niveau-là, et une infiltration sous-cutanée des tissus ici qui vont être la zone d'incision du chirurgien. Alors, On va pouvoir donc, poser cette je sonde. pose ma sonde, je vais mettre un tout petit peu de gain. Donc on retrouve bien Donc, les donc, on a structures le- que nous a les décrites tendons, Thomas. hein, les tendons fléchisseurs, Voilà. superficiels et profonds, en dessous la phalange. Ouais. Donc Et on donc- a la diaphyse ici, hein, de la phalange. Là on est plutôt sur la tête Ouais, là, on du arrive. méta. Voilà. Donc nous on essaie de se mettre pas trop, voilà, mais plutôt par là, dans Ouais. la zone où on est bien à plat, D'accord. et assez loin parce que ça va correspondre à la zone d'incision du chirurgien. Ouais. Et ensuite on va les repérer de chaque côté, les petits pédicules vasculo-nerveux. Alors, je vais mettre un tout petit peu voir si on peut voir un petit peu de Doppler. Voilà, on voit très très bien la petite artère digitale palmaire, accompagnée de son petit nerf. Je te remets le pointeur qui doit être. Alors, je scanne un peu pour pouvoir les faire sortir, mais qui en fait est un petit peu en dessous hein, et va après se diviser. Voilà, ici on voit mieux. Et là, hop, de l'autre côté. Tac, ici on voit bien. Tac, son nerf, il est là. Ouais, il est là. Voilà.
Donc du coup, l'idée va être, alors là, nous on a l'habitude, mais bon voilà, c'est une habitude, hein, de faire plutôt des fonctions dans le plan, D'accord, donc comme ça. voilà, Je vous remontre. Voilà, comme ça. qui vont permettre en fait sur la même fonction, sur une seule fonction, de faire à la fois l'infiltration du premier pédicule, D'accord. ensuite du tissu sous-cutané, par exemple ici, donc là le premier pédicule, Voilà, donc on injecte un petit peu de, par voilà, là. un petit peu par On va là. voir sur le film après. Ensuite, on fait tout le tissu sous-cutané pour la progression de l'aiguille. Et on va pour la chercher le cicatrice, hein, deuxième. c'est ça. Et pour l'incision, Ouais. d'accord. Et on va chercher le deuxième qui est Et on va juste à chercher le côté. deuxième et on l'a sur la même fonction. En fait. Donc, D'accord. l'idée, c'est de faire une seule fonction. Alors, on fera attention parce que ça va faire effectivement un bloc digital de toute la face palmaire, des structures profondes, y compris les os. Par contre, si on a besoin de la peau, et ça, tout le monde l'a dit tout à l'heure, du côté dorsal, Ouais. il faudra compléter. Complété. Ouais, c'est pas suffisant pour le côté dorsal. Mais là, c'est vrai que pour un doigt ortho, Mais là, pour un c'est morceau, parfait. ça suffira Ouais, largement. c'est parfait. Et ça sera parfait pour toutes les petites chirurgies de plaies, y compris tendineuses du doigt. Alors, Je je te vais laisse vous montrer le petit film qui est un peu moins joli parce que là il a été fait avec un appareil de génération précédente, c'était avec un... Hop. Et donc vous voyez là on est recentré, c'est la même image, on voit l'infiltration en fait ici qui arrive, le petit nerf qu'on va voir se dessiner et qu'on voit mieux toujours une fois l'infiltration réalisée. Et on avance, on continue l'infiltration, voilà, en sous-cutané, bon, chez nous sans rentrer dans la gaine, et on va aller infiltrer le deuxième pédicule, et donc pour avoir le deuxième nerf digital. Voilà, et donc après ce qu'on cherche, bon, voilà, c'est juste pour... voilà, là on voyait qu'en fait, ça permet donc de voir, vous voyez, il avait toujours son ressaut, hein, donc c'est pré-op, tac, voilà. Et en fait, ensuite, il est opéré. Alors chez nous, ils essayent de privilégier les chirurgies sous échographie également, mini-invasive. Et vous voyez là, on avait quand même une vasoconstriction cutanée assez importante sur cette main. On voit bien que ça blanchit. Et que ça blanchit bien, Ouais. Il faut vraiment que ça blanchisse. Voilà, et puis un dernier exemple. Alors, dernier exemple. Kiss synovial. Alors, là, on verra pas de kiss, mais on peut, là, dans ton exemple en tout cas, ce serait sur le Là, pouce. c'était sur le pouce, donc c'est la face dorsale, souvent des doigts, et du poignet. Hein. C'est la même chose quand on a des kystes. Oui, le kyste au poignet. Dorsal du poignet. D'accord. Du coup, on va poser sa sonde là directement dessus, et c'est là où ça devient un peu déroutant, c'est qu'on va même se passer pour le kyste du doigt ou pour le poignet d'un bloc tronculaire, et juste faire finalement une infiltration autour du kyste. D'accord. Ce qu'il faudra juste chercher, c'est d'aller en profondeur, parce qu'on sait que les kystes, ils ont toujours leur départ dans l'articulation ou dans la gaine de l'extenseur, donc en fait il va falloir aller assez profondément pour que la chirurgie soit confortable jusqu'au bout, la résection du kyste. Comment tu positionnes la main, hein? Alors, tu la positionnes en... Ouais, alors nous on a tendance, et là vous l'avez vu sur les films, on leur met des petits gels qui sont des petits appuis talonniers D'accord. sous la main, Sous la main. histoire de pouvoir être un peu en appui comme ça, et pour le pouce pareil, pour pas être dans le vide et pas mettre la main à plat, parce que sinon c'est plus compliqué. Ouais, on peut pas circuler avec l'aiguille. Hein. Ouais. Après, voilà, donc là on essaie de lui poser sur un gel comme ça, et on va pouvoir poser ensuite sa sonde directement. Comme ceci. Directement sur Donc le là on va pouce. retrouver toutes les structures qu'on connaît, hein. On aura ici, Alors là, on est sur le distal et là c'est Ouais. le proximal. là c'est le proximal. Ouais. Bon, donc ici l'articulation interphalange, c'est la métacarpophalangienne, Métacarpophalangienne, voilà. Le méta Hop. ici et la phalange ici. Tout l'appareil des extenseurs. Et puis le tissu sous-cutané. Donc on voit c'est très très superficiel. On a tout se passe Ouais, non, c'est à moins de 4 vraiment- mm, à moins de 0,4 mm, donc on est vraiment tout près. Et on va pouvoir infiltrer directement autour du kyste qui sera souvent connecté sur l'articulation. Comment tu organises ta ponction? Plutôt in plane, out of plane? Ça Alors- dépend du kyste. Ouais, non, toujours in plane. Toujours in plane. Ça me rassure de savoir où est D'accord. mon aiguille. On va commencer par un petit scan pour vérifier toujours qu'il n'y ait pas de vaisseau ou choses comme Ouais. ça, parce que là vous allez voir sur la vidéo il y a un petit vaisseau pour savoir par où je passe pour éviter le vaisseau, parce que c'est quand même aussi l'intérêt de décovider le geste. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, là je vous montrais là, et sinon exactement de la même façon sur la face dorsale du poignet, vous allez repérer votre kyste, il faut bien le regarder où il est, où est le début, où est la fin. Et ainsi, Où est le collet, voir finalement, où c'est est- ça. exactement. D'accord. Et ça on le voit très très bien, c'est très facile à faire comme image. D'accord. Voilà, donc je vous montre ici la petite image, donc vous voyez sur la diapo. À gauche, on a
la vue. Donc on voyait, là il y avait un kyste qui est un peu inflammatoire en plus ici. Et donc ensuite la ponction. Donc c'est une ponction dans le plan. Hop. Vous voyez la petite aiguille. Donc là elle était arrivée comme ça. Alors on est arrivé du proximal vers le distal. Et on va aller faire le tour du kyste. Vous voyez elle passe en dessous là. Hop. Et on infiltre et on décolle finalement le kyste. Et on va aller jusqu'à la profondeur ici. Pour avoir une anesthésie complète. Et on fait après la même chose qu'on ne voit pas je crois sur le film. En superficie pour faire le tour et avoir une bonne hémostase de la zone d'incision. Si on voit en plus, voilà, hop, Voilà, vous voyez la la belle, superficie, hop, tac, on y Une va belle ensuite. ponction in plane. Ouais. Donc superficielle et profonde jusqu'au collet finalement Oui. du kyste. Donc ça c'est vrai que au niveau anesthésique c'est relativement simple. Ce qui est le plus dur c'est convaincre le chirurgien. Exactement. Voilà, et puis vous voyez l'effet, ce que ça fait en dessous, c'est quelque chose de très blanc derrière. Bon. Très bien. Je vais demander aux orateurs de venir me rejoindre pour cette fin d'émission. On va conclure. Bon, une émission qui a commencé un petit peu de manière chaotique, mais bon, ça fait partie du jeu. C'est pas toujours Fini parfait, aussi. mais fini avec brio. Avec brio. Donc, un grand merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez appris des choses. En tout cas, nous, en préparant cette émission, on a appris plein de choses. Encore une fois, je remercie Bibrone pour leur soutien indéfectible, sans lesquels cette émission ne serait pas possible. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Ce sera le 14 décembre. On parlera de Green Anesthesia en ALR. Voilà, je balance d'habitude on le donne pas, Tiens, mais là, allez, boum. Ça y est, On parlera de Green Anesthesia en ALR, un sujet extrêmement d'actualité, savoir si l'ALR est green ou pas. Pareil, avec des invités vraiment d'exception. J'espère que ça vous plaira. Encore un grand merci à Sébastien d'être venu nous voir, d'avoir Merci, fait tous ces Sébastien. kilomètres. En plus, après, il enchaîne vers les AEA. AEA, allez-y, c'est trop bien. Et puis voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt pour la prochaine. Allez, au revoir.